Julien Rochdy, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez Livre Noir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Nous sommes ravis de vous recevoir en exclusivité et après, il faut le dire, une assez longue absence. Et nous vous recevons aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre dernier ouvrage qui s'annonce explosif, Surhomme et Sous-homme. Dans ce livre, vous disséquez la dégénérescence de l'homme postmoderne et vous imaginez une issue à l'impasse écologique et civilisationnelle, la biocivilisation. Mais avant de nous lancer à corps perdu dans cet entretien, j'invite tous ceux qui suivent Livre Noir à participer à notre grande campagne d'abonnement à notre magazine. Vous le savez, nous sommes désormais en kiosque avec un premier magazine sur l'immigration que le public s'arrache et qui fait exploser nos ventes. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre soutien plus pérenne pour accompagner notre équipe. Je vous invite donc à vous rendre sur le site www.livrenoir.fr pour nous soutenir en vous abonnant à Livre Noir. Merci infiniment et merci d'avance pour votre soutien. Julien Rochdy, conformément à la tradition de l'émission, j'ai choisi pour vous une citation. C'est une citation du poète français Édouard Glissant. « Les identités fixes deviennent préjudiciables à la sensibilité de l'homme contemporain, engagé dans un monde chaos et vivant dans des sociétés créolisées. » Qu'est-ce que cette citation vous évoque, Julien Rochdy ? Alors, je suis en total désaccord avec cette citation, avec ce poète, que je ne connais pas d'ailleurs, parce que je crois au contraire que dans le monde chaos, le monde liquide, la société liquide dans laquelle nous vivons, avoir une identité fixe, avoir une identité forte, c'est avoir une colonne vertébrale. C'est avoir un sens qui est donné à sa vie, savoir pourquoi est-ce qu'on est présent sur cette terre et savoir où est-ce qu'on peut aller grâce à cette architecture qu'on a autour de soi, ce système directeur qui constitue véritablement l'identité. Et l'identité, il y a plusieurs définitions et j'en ai trouvé une dernièrement que j'ai trouvée très poétique et très belle autour d'un mot que j'aime beaucoup, qui est l'empreinte. Une identité est une empreinte sur soi, une empreinte qui est indélébile, une empreinte que l'on a toute sa vie. Et c'est un mot qu'on peut décliner ensuite, parce qu'une empreinte que l'on a sur soi, c'est aussi les empreintes de nos ancêtres, celles que l'on peut voir encore sur le sol si on prend la peine de se retourner, si on se retourne à bon escient pour les voir. Et c'est aussi, du coup, une façon de voir le chemin que nous devons emprunter. Donc l'empreinte et l'identité est un avantage dans le monde de chaos dont ce poète parle, c'est-à-dire ce monde où nous sommes justement seuls, face à l'informe. Et d'ailleurs, on le voit bien, les groupes qui parviennent dans cette arène géante qu'est la mondialisation, et surtout dans le monde occidental, et qui se croient universels, eh bien, les groupes qui parviennent à tirer leur épingle du jeu sont les groupes qui ont retrouvé la tribu. Parce que la tribu est en l'homme, nous avons une tribu en nous, et nous sommes les seuls en tant qu'occidentaux à penser que l'homme n'a pas besoin de tribu, et il peut vivre seulement autour du paradigme individualiste. Autour de l'autonomie qui se transforme toujours in fine en anomie. Et avoir un peu d'hétéronomie, c'est-à-dire se forger en fonction d'une morale, en fonction de codes, de normes d'une tribu, de sa propre tribu, ça permet de trouver un chemin beaucoup mieux dans ce monde chaotique. Donc je suis en total désaccord avec ce poète. Alors, pour revenir à votre livre, vous avez choisi un titre assez provocateur qui risque de faire bondir bon nombre de personnes. Il a déjà fait bondir bon nombre de personnes. Qui a fait bondir bon nombre de personnes. Surhomme et Sous-homme, que signifie ce titre ? Alors d'abord, c'est une provocation, certainement. Ensuite, c'est une référence à Nietzsche, bien sûr, parce qu'il y a la question du surhumain et la question du dernier homme, dans Ainsi parlait Zarathustra, qui s'identifie au sous-homme. Et puis, il y a bien sûr une figure de style, parce que j'utilise le surhomme et le sous-homme dans ce livre, bien sûr, comme des figures de style, comme des métaphores, comme des allégories pour comprendre la valeur et le destin d'un homme. Mais c'est aussi, bien sûr, pour provoquer, je le reconnais tout à fait. Je pense, vous savez, aujourd'hui, qu'un intellectuel doit user d'outrance. Dans le monde actuel, celui des réseaux sociaux, dans lequel règne la désinhibition absolue, parce qu'aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux, si vous voulez tirer votre épingle du jeu, il faut être le plus désinhibé possible. Eh bien, les gens sont habitués à plein d'idées. Aujourd'hui, vous passez 1 heure sur Twitter, vous êtes confronté à plus d'idées en une heure qu'un intellectuel à l'époque dans un séminaire d'1 semaine. C'est comme ça, on est tous, il y a une sorte d'obésité des informations
Et donc vous êtes forcé à une certaine outrance, à une certaine provocation si vous voulez faire passer des idées. Donc de la même manière que les hommes politiques se doivent de faire un peu de démagogie pour être élus, mais bien qu'on le déplore, mais c'est ainsi, eh bien, les intellectuels, les essayistes, ceux qui veulent faire passer des idées, et je veux faire passer des idées à travers ce livre, des idées que je crois très très importantes, je suis obligé un peu d'attirer un peu le chaland avec du miel. Enfin, on n'attrape pas comment on dit l'expression, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Donc voilà, il y a une provocation que j'assume absolument. Et c'est bien parce que c'est un piège du coup que j'ai tendu à mes adversaires. Parce que sous couvert d'un titre pareil, je sais très bien qu'ils allaient tous tomber dedans en se disant tiens, Rushdie a sorti un bouquin sur les surhommes fantasmés, lui-même se prend pour un surhomme et doit sans doute prendre tout le monde pour des sous-hommes. Le bouquin est peut-être un livre de développement personnel pour apprendre à faire de la musculation et à bien manger et à se prendre des douches gelées. Enfin, j'en sais rien. Tous mes adversaires sont déjà tombés dans ce piège et c'est très bien parce que ça a fait parler. Et je suis content. Je serais vraiment ravi le jour où ils l'auront dans la main, ce livre, et se rendront compte que le surhomme n'est pas celui qu'ils croient, évidemment, et que ce qui constitue le fond de ce livre est loin du fantasme et de la stupidité qu'ils peuvent imaginer. Justement, vous parlez dans ce livre de la valeur de l'homme et vous différenciez au début du livre ce qui est inférieur de ce qui est supérieur. Qu'est-ce qui est inférieur selon vous, Julien Rushdie ? En fait, j'ai commencé à écrire ce bouquin en me demandant quelle était la valeur de l'homme. Je voulais réfléchir à ce qui était encore bien, ce qui était bon, quels étaient les critères d'une vie bonne aujourd'hui, parce que c'est ce dont nous manquons actuellement dans notre société, dans le nouveau paradigme moderne dans lequel nous sommes, c'est de critères qui indiquent quels sont les éléments d'une vie bonne, d'une vie mauvaise, qu'est-ce qui est inférieur, qu'est-ce qui est supérieur, et tous les critères hiérarchiques de valeur qui permettent de juger et ensuite de se diriger dans une vie. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Nous avons encore de la morale, qui est plus en réalité de la moraline, qui est la moraline anti-raciste, féministe, égalitariste, que nous entendons partout, à la radio, à la télé, dans les médias, partout. Mais cette moraline ne permet pas de se guider véritablement dans la vie. Il faut des critères, des standards, des normes, et on en parlera sans doute après. J'en parle beaucoup dans le livre sur comment un homme se fabrique, se construit. Un homme est nécessairement une chose qui se façonne. Et l'humanisme n'est que ça d'ailleurs. C'est pour ça que les gens font une erreur totale sur l'humanisme. L'humanisme est loin d'être une sensiblerie sur l'être humain. L'humanisme est une exigence réclamée à l'homme. Donc en fait, je cherchais quels pouvaient être ces nouveaux critères pour dire le bien, dire le mal, dire le meilleur, dire le pire, dire le bon et le mauvais. Et partant de là, en fait, je suis arrivé au destin de l'homme. Parce que quand on comprend ce qui peut être bon et mauvais d'une manière générale dans l'humanité et dans l'univers, on en arrive ensuite à ce que l'on doit faire en tant qu'individu, mais aussi en tant que société, en tant que civilisation. Et donc, à l'époque, on tirait tous ces critères-là de la religion. On sait bien que l'homme pouvait avoir une éthique, pouvait avoir une morale, parce qu'on les tirait de Dieu. On tirait tout cela de la révélation, de la parole divine. Or, nous savons avec la modernité que Dieu est mort, selon le grand mot de Nietzsche du 19e siècle, qui est un peu le slogan de la modernité. Dieu est mort, donc nous devons désormais tirer nos critères éthiques d'autres éléments qu'on n'a toujours pas trouvés. On a essayé de chercher au XXe siècle, il y a eu dans l'idéologie, notamment marxiste, qui a été une nouvelle religion. Il y a des nouvelles religions qui naissent ici et là. Le wokisme est une sorte de religion d'ailleurs, une sorte de religion évangéliste, complètement folle. Mais comment pouvons-nous tirer ces critères-là hors Dieu, hors la tradition ? Et je pense qu'il y a des éléments très concrets qui nous permettent de tirer des éléments de valeur, des éléments pour juger de la valeur d'une chose. C'est la thermodynamique, c'est les lois de l'univers et les lois du cosmos. Et donc à partir de ces lois de l'univers, que je vais peut-être expliciter si vous le souhaitez tout à l'heure ou maintenant, mais selon les lois de la thermodynamique, il y a des éléments très concrets, très clairs, très nets, qui nous disent tout sur ce qui est supérieur et ce qui est inférieur. Et à partir du cosmos, on peut tirer de la morale, et à partir de la morale, on peut tirer donc des choix de vie, encore une fois à titre individuel, et surtout des choix de civilisation. Et c'est pour ça que ce qui est inférieur, ce qui est de la sous-hommerie, pour résumer avec un mot grossier, c'est tout ce qui, aujourd'hui, transforme l'homme en un individu absolument stérile en tout, en un individu pollué de corps et d'esprit, un individu qui est
qui appartient à cette société croissantiste de l'ultra-consommation stérile, stupide et limite sataniste, si on relie d'ailleurs les valeurs anciennes aux valeurs nouvelles. C'est l'homme de la termitière, comme disait Saint-Exupéry. Tandis que le surhomme, qui est une tendance à un idéal et non pas quelque chose de concret, mais l'homme doit toujours viser un idéal, parce que je pense que l'homme est Pygmalion et doit toujours se conceptualiser un idéal pour avancer. Le surhomme est au contraire celui qui se reconnecte à sa nature, donc à la nature, celui qui a atteint la puissance ultime qui est la puissance de la protection, la puissance utilisée non pas pour dominer mais pour protéger son environnement, la nature, le monde. L'homme qui crée la biocivilisation, qui est ce mythe nouveau que j'essaie de développer dans ce livre, mythe au sens d'idéal à nouveau, de projection idéale. Et c'est l'homme qui a les instincts clairs, la pensée nette et la grande santé nietzschéenne. La grande santé est un concept nietzschéen qui est une sorte de thérapie nouvelle pour retrouver la santé dans ce monde absolument pollué et qui est finissant, qui est la modernité. Alors justement, quand vous parlez dans ce livre de ce qui est inférieur, vous parlez de la grande sensiblerie dans laquelle est empêtré l'Occident. Qu'est-ce que c'est que cette grande sensiblerie, en fait ? Je commence par là, dans qu'est-ce qui est inférieur, parce que, en fait, justement, l'homme est redescendu d'un étage. C'est-à-dire, Aristote parlait des trois niveaux de l'existence. Il y avait le niveau supérieur qui était le niveau intellectuel, le deuxième niveau qui était le niveau sensible, et le troisième, le plus bas, qui était le niveau végétatif. Et en fait, d'une certaine manière, si on ne vise pas le monde de l'esprit, donc la conception, l'idéal, la projection intellectuelle, et qu'on en reste seulement au domaine de la sensibilité, on redescend nécessairement au végétatif. Et c'est exactement ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Et en fait, je vous disais au début que justement les critères de valeur et les critères moraux n'étaient plus établis sur Dieu, n'étaient plus établis sur rien désormais. Je me trompais, je ne disais pas la vérité. La vérité est que les seuls critères moraux actuellement sont tirés de la sensibilité. Et non pas de la sensibilité, mais de la sensiblerie. C'est-à-dire qu'on considère que ce qui est bon, c'est ce qui n'affecte pas la sensibilité des uns et des autres. Et du n'importe qui en plus. C'est-à-dire que c'est même pas la sensibilité d'un artiste, la sensibilité de quelqu'un d'exception, de quelqu'un qui a de la valeur. Non, la sensibilité du n'importe qui. Et cette grande sensiblerie qui a frappé l'Occident comme une peste depuis 50 ans, nous empêche d'avoir de grands projets collectifs, nous empêche de transformer notre civilisation, d'avancer, et nous amène droit au végétatif, c'est-à-dire à l'inférieur. La grande sensiblerie, c'est une maladie qui réduit l'homme à sa sensibilité. Et vous savez, ça touche bien sûr le moindre type larmoyant qu'on peut trouver aujourd'hui, le woke qui a besoin de ses safe space parce que sa sensibilité est exacerbée, mais ça touche aussi les intellectuels. Vous avez par exemple Harari dans Homo Deus qui explique que justement la sensibilité est le critère ultime sur lequel on échafaude tout le reste aujourd'hui dans notre société. Et donc cette sensibilité est à mettre de côté parce que moi je suis un disciple là, pour le coup de Nietzsche qui est mon maître, comme vous le savez sans doute. Tiens ton cœur en bride. La sensibilité est la première des choses qu'on contraint si on veut faire quelque chose dans la vie, que ce soit encore à titre individuel comme à titre collectif. La sensibilité, on peut la laisser s'exprimer dans certains domaines, notamment le domaine artistique, pourquoi pas, mais la sensibilité est une chose qu'on apprend à contenir. Et c'est à ce moment-là qu'on transfère son centre vital, son centre névralgique jusqu'au cerveau et qu'on peut concevoir des projets et avancer. Et même d'ailleurs, tout grand projet commence par un effort et un effort qui fait mal. Donc si on s'arrête tout le temps sur la sensibilité, sur la sensiblerie des uns et des autres, eh bien on ne se fait jamais mal. Et si on ne se fait jamais mal, on ne fait aucun effort et on retombe nécessairement. Donc la grande sensiblerie est un concept que j'aimerais voir arriver dans le débat public notamment parce que en fait, la moraline qu'on entend partout, c'est de la grande sensiblerie. Je me moque complètement de la sensibilité des uns et des autres, et notamment du premier venu. La sensibilité du premier venu ne vaut rien. Et oser dire ça, c'est être extrêmement politiquement incorrect, certes, mais c'est à partir de là qu'on peut rehausser le niveau et réélever l'humanité. Parce que si on s'arrête à la sensibilité du moindre type qui appartient au genre homo, qui est un homo sapiens, ben on n'est pas sorti de l'auberge. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Tout est question de sensibilité des uns et des autres. Mais je m'en fous de la sensibilité des uns et des autres.
Alors justement, vous disiez que la religion avant dictait la valeur du bien, du mal. Et en fait, vous comparez le wokisme et les woke qui sont en fait malades de leur sensiblerie avec, avec la religion en fait. Est-ce que vous pensez que le wokisme est une sorte de religion de la sensiblerie? Et en quoi ça a vraiment une dimension religieuse, ce mouvement? Alors, ça, c'est. Je traite des woke dans une partie qui est appelée Homo babelius, c'est-à-dire le dernier homme, le sous-homme, pour être très clair. Mais en fait, il ne faut pas le blâmer parce qu'il est un produit, malheureusement, d'une société qui l'a transformé comme cela, chimiquement, comme intellectuellement, hein, et comme culturellement. Parce que tout ce qui déglingue la chimie intérieure déglingue aussi la philosophie extérieure, et ces hommes-là souffrent souvent de gros problèmes hormonaux et d'une génétique qui est malheureusement qui a été détériorée. Bon, c'est des sujets qui sont très politiquement incorrects que j'aborde dans le livre. Je ne peux pas trop en parler même ici parce que je pense que votre chaîne aurait des problèmes, donc je suis obligé de juste l'évoquer comme ça. Mais effectivement, le wokisme, le woke est c'est la personnification du dernier homme, du sous-homme, de l'homme malade. De l'homme malade, et je montre pourquoi c'est un homme malade. Tout simplement parce que tous les instincts sains sont retournés chez le woke. Tous les instincts, vous pouvez tous les prendre. Je fais la liste à un moment de tout ce qui est un instinct dans la nature, un instinct sain, qu'est-ce qui l'amène à penser et à faire, et je montre ensuite que la philosophie des woke est exactement l'inverse des instincts à chaque fois. Donc tout ce qui est contre-instinctif, qui va contre l'instinct, plutôt pour être plus clair, tout ce qui va contre l'instinct amène nécessairement à la dégénérescence de l'être. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, en fait, le wokisme, c'est une nouvelle poussée évangéliste dans un univers sans Dieu. C'est très clair. Et la caricature va jusqu'à recopier le christianisme dans un certain nombre de choses, tout en étant bien inférieur au christianisme pour bien des raisons. Vous prenez par exemple le concept de péché originel chez les chrétiens, dans le christianisme. Et vous le trouvez si vous le transportez chez les woke, c'est le péché de la domination occidentale, des Blancs, le péché de domination, d'avoir été les grands dominants, donc les grands oppresseurs. C'est un péché comme un péché originel. Vous avez chez les woke la volonté d'être impur, d'avoir une pureté morale. Donc il faut toujours faire du zèle dans justement une moralité, une moraline extrêmement folle. Vous avez bien sûr toute la mise à l'index à l'époque dans l'Église, c'est-à-dire de refuser de certaines œuvres et de vouloir censurer, ce qui aujourd'hui est le cas dans la cancel culture. Vous avez plein d'éléments comme ça que je décris qui montrent qu'effectivement le wokisme est un christianisme dévoyé. Vous avez ce besoin de s'agenouiller. Alors à l'époque on s'agenouillait devant Dieu, maintenant n'importe quelle idole est idoine. Même un acteur porno à moitié drogué, Black Lives Matter, c'était ça, c'est une nouvelle idole devant laquelle il faut s'agenouiller. Donc ce sont des gens qui cherchent à s'agenouiller. L'homme a besoin toujours de s'agenouiller. La question est de savoir devant quoi s'agenouille-t-on. Il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi confesser ses péchés. Il faut confesser ses péchés dans le christianisme. Le woke, lui, demande aux hommes blancs, aux occidentaux, de reconnaître leurs privilèges. C'est la première des choses. Comme de la même manière qu'on peut être sauvé dans le christianisme une fois qu'on a reconnu ses péchés, confessé ses péchés, on peut être sauvé éventuellement dans le wokisme si on confesse ses privilèges de blanc, de blanche, de je ne sais quoi. Mais c'est une religion noire parce que justement il y a la rédemption dans le christianisme et là il n'y a pas de rédemption pour les Européens dans le wokisme. Et oui, je fais tout un développement sur la comparaison entre le christianisme et le wokisme. Mais de toute manière, c'est normal. Sans religion, nous sommes voués à voir apparaître des hérésies, des christianistes devenus fous, comme disait Chesterton, qu'on a évoqué 1 millier de fois. Et le wokisme est sans doute l'une des pires folies d'un monde sans Dieu et du monde moderne. Et en fait, le woke est la conséquence logique du monde moderne, de la civilisation thermo-industrielle et capitaliste. Il est, d'un point de vue culturel, d'un point de vue spirituel, comme on vient d'évoquer, mais il est aussi d'un point de vue chimique. C'est-à-dire qu'il est le produit de la pollution. Il est le produit des perturbateurs endocriniens, il est le produit de l'urbanisation, il est le produit de l'absence d'espace, il est le produit d'énormément de choses très concrètes, très, très matérielles.
il est à la fois le produit de l'idée, dans une conception idéaliste, il est aussi ce produit culturel. Et d'ailleurs, en fait, le livre traite énormément de cela, du rapport qu'il y a entre matérialité, physique et esprit. À quel point ces deux choses sont liées. Et si on veut voir le dernier homme, le sous-homme produit en quantité industrielle par la modernité, le produit de l'échec de la culture, de la défaite de la culture et de la nature, c'est ça la grande thèse du bouquin, c'est le woke, oui. Mais entre autres, parce que même les gens qui ne pensent pas être nécessairement des affiliés à la philosophie woke et de la déconstruction sont aussi souvent des victimes, et on l'est tous d'une manière générale, faisant partie de ce système, de cette méga-machine infernale qui s'est débarrassée de la civilisation pour ne conserver que la méga-machine. Eh bien, nous sommes tous malades. Et en fait, justement, la biocivilisation dont je parle et dont on parlera plus tard, c'est une thérapeutique. Justement, quand vous parlez de cette maladie qui nous touche tous, il y a aujourd'hui en Occident cet idéal du métissage qui est prôné par notre civilisation. En quoi cet idéal du métissage, parce qu'on revient comme ça sur la créolisation, est-il nihiliste selon vous ? Mais parce que, selon les lois de la thermodynamique, tout ce qui se structure, donc s'organise pour dissiper de l'énergie, c'est-à-dire pour consommer de l'énergie, donc fait preuve d'énergie, il obtient des informations et se structure de plus en plus pour dissiper toujours plus d'énergie. Et en fait, si je vais faire rapidement parce que c'est un peu compliqué, mais quand on transpose ça chez les humains, ça crée des structures qui sont donc organisées en ordre, qui réduisent l'entropie, c'est-à-dire leur désordre interne, et plus elles sont organisées, plus elles ont du caractère, elles ont de la volonté, de l'énergie. Et le caractère pousse au désir d'exceptionnalité. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un individu qui fait preuve de beaucoup de volonté, de beaucoup de force, de beaucoup d'énergie, de beaucoup de curiosité pour acquérir des informations, c'est-à-dire lorsque vous respectez tous les critères de supériorité de l'ordre de la physique, qui s'appliquent en réalité totalement dans la morale et dans la tradition, et qui se recoupent d'ailleurs avec l'ancienne tradition, lorsque vous êtes supérieur, lorsque vous vivez selon un idéal aristocratique à titre individuel, vous voulez singulariser le plus votre être par rapport à la masse et par rapport au reste. Et vous êtes fier de votre race au sens ancien du terme, c'est-à-dire de votre lignée. Psychologiquement, ça s'explique totalement. Et on le voit chez les grands hommes. Chez les Grecs, c'était très clair. Empédocle, Alexandre, ils se sentaient tellement exceptionnels qu'ils n'appartenaient même plus au genre humain, d'après eux. C'était des divinités. Et les peuples marchent exactement de la même façon. C'est-à-dire que plus un peuple est fier de lui-même et fait preuve de caractère dans son histoire, plus il refuse tout métissage et a envie justement de ressembler à ses pairs parce qu'il pense que l'exceptionnalité et la valeur vient de sa propre nature et veut au contraire la reproduire. Tandis que quand on perd ce sentiment d'exception, quand on perd ce sentiment de valeur individuelle, eh bien, on cherche à se dissoudre individuellement, et quand on perd ce sentiment de valeur à titre collectif, on cherche à se métisser globalement. Donc le métissage est un symptôme, malheureusement. Alors, attention, il faut bien s'entendre, parce que sinon ça pourrait être mal interprété. Le métissage comme choix individuel et comme résultat d'une aventure personnelle, il n'y a évidemment aucun problème, même ça peut être une certaine force même. Mais quand c'est une volonté de créolisation, une volonté de métissage, cela fait état d'un manque de caractère et un manque de conscience supérieure de ce que l'on peut être, et donc un manque d'organisation interne. Et tous les peuples qui font preuve de caractère l'ont montré. Les Grecs et les Romains étaient absolument opposés à toute idée de métissage parce qu'ils étaient très très fiers de ce qu'ils étaient. Les Juifs, qui est un peuple qui résiste depuis des millénaires, c'est pas eux qu'on va apprendre que justement le métissage doit être fait avec parcimonie si on veut persister dans son être. Et c'est un peuple qui fait preuve de caractère et qui atteint une certaine supériorité dans beaucoup de domaines. Donc c'est quelque chose que l'on remarque, c'est extrêmement facile et ça marche pareil à niveau individuel. Et finalement même, ça va plus loin, le sentiment de supériorité n'est pas la rançon d'actes supérieurs qu'on aurait accomplis, c'est l'investissement de départ. C'est parce qu'on se sent supérieur en avance, parce qu'on se sent exceptionnel, qu'on fait des choses exceptionnelles par la suite. Et c'est ça qu'il faut comprendre psychologiquement. Et si on se sent exceptionnel, si on se sent fort, on peut accomplir des choses fortes et belles. Donc c'est pas la conséquence, c'est une cause. Donc c'est pour ça que ce désir-là d'exceptionnalité de son être ne peut pas se marier avec un désir de métissage universel. Et ce que dit cette volonté de métissage universel est extrêmement mauvais pour notre civilisation. Ça veut dire qu'elle a perdu tout sens de l'être. Et justement, vous allez plus loin parce que vous expliquez que
si une civilisation perd son socle ethnique, en fait, elle finit par s'effondrer. Donc il y a quand même un lien entre l'ethnie à la base du peuple et la civilisation. Oui, bien sûr, ça, c'est quelque chose que l'on remarque. C'est une loi de l'histoire qui a été partagée par plusieurs historiens, qui me plaît beaucoup et que je crois juste, et j'attends qu'on me démontre le contraire. Cette loi veut que toute civilisation naît d'un certain groupe ethnique. Et ce groupe ethnique, évidemment, se dissout de plus en plus avec la montée de cette civilisation, le développement de cette civilisation. Et quand ce groupe ethnique est trop dissous, eh bien, cette civilisation soit change totalement de visage et ne ressemble plus en rien à la civilisation de départ, soit disparaît tout bonnement. Et qu'en fait, si on veut qu'une civilisation, qu'un pays, qu'une nation, quelque chose qu'un projet collectif se maintienne, il faut maintenir également l'ethnie qui en est la cause originelle. Parce qu'il n'y aura pas de France sans Français, originel de souche. Certains sont même allés plus loin en disant qu'il ne peut pas y avoir de France sans France, c'est-à-dire sans descendants de la noblesse originelle. Rome a vécu tant que Rome était constituée de latins et de sabins. La Grèce a vécu tant que ces aristocraties étaient constituées de doriens d'un côté et de ioniens de l'autre. Et vous pouvez faire ça dans toutes les civilisations. Et c'est une réflexion notamment sur l'Amérique. L'Amérique a été produite par les WASP, les whites anglo-saxons protestants. Et à mesure que les WASP disparaîtront des États-Unis, les États-Unis changeront totalement et disparaîtront même peut-être, perdront leur puissance. Donc c'est une loi de l'histoire, c'est comme ça. Si la France veut rester la France, c'est assez banal ce que je dis là, mais cette loi d'histoire est intéressante parce que j'aimerais qu'on prouve le contraire. C'est une loi qui s'applique tout le temps. Si on se débarrasse du corps fondamental de la souche française, on se débarrassera de la France. Si on se débarrasse des Européens et qu'on les remplace par des Africains, il n'y aura plus d'Europe, il y aura l'Afrique en Europe, c'est tout. Et est-ce que justement ce mouvement vers la créolisation globale que vous décrivez, il est dû à la mondialisation, au libre-échange ? Aussi, bien sûr, évidemment, le doux commerce, le fait Alors, ça va plus loin, en fait, c'est la société libérale qui réduit l'homme à l'individu autonome, donc qui est désaffilié de tout, qui n'a plus de lien particulier, des liens qu'il se choisit dans la théorie libérale classique, mais enfin, ces liens-là sont extrêmement fragiles, et en fait, ils amènent à un monde où les liens entre les hommes sont des liens fonctionnels, c'est-à-dire des liens économiques. Si je suis là, c'est parce que vous m'avez invité, ce sont des liens économiques. On échange des choses purement matériellement, en fait. Et donc, en fait, la sphère marchande s'est élargie et a réduit tous les individus à des producteurs, des travailleurs, des consommateurs. Donc, le seul lien entre les humains est un lien fonctionnel. Donc, si vous transformez tous les individus en êtres aux liens fonctionnels, et que vous faites un marché mondial, évidemment, il peut se mélanger avec n'importe qui, parce que l'individu est réduit à son pouvoir de fabriquer quelque chose, de travailler, de produire et de consommer. Donc effectivement, le marché mondial amène un métissage mondial, évidemment, sauf que ce marché mondial n'arrivera pas, pour plein de raisons. Nous allons entrer en décroissance nécessairement, et nous allons justement retourner à des échelles économiques qui seront de l'ordre des civilisations, des continents civilisations. On peut en parler aussi tout à l'heure si vous le souhaitez. Mais oui, il n'y a que les libéraux conservateurs qui peuvent croire qu'on peut avoir, si vous voulez, des nations, des traditions locales tout en ayant le marché mondial. Si vous avez le marché mondial, vous aurez l'État mondial. Si vous avez le marché mondial et que vous avez le laisser-aller, le laisser-faire, laisser-passer mondial, vous aurez l'État mondial qui va avec, le métissage généralisé qui va avec, la créolisation qui va avec. Et d'ailleurs, Mélenchon a raison sur la question. Dans un monde ouvert, effectivement, le métissage est généralisé. C'est là où en fait, ils s'affrontent, Mélenchon et les droitards s'affrontent à front renversé. C'est qu'il y a d'un côté un Mélenchon qui dit vive la créolisation, mais il faut arrêter le marché mondial. Et puis vous avez de l'autre côté des droitards qui disent non, c'est génial le capitalisme et le libéralisme et le marché mondial, mais en revanche, il faut fermer les frontières, il faut avoir nos nations et nos traditions. C'est incompatible, soit vous avez l'un, soit si vous avez l'un, vous avez forcément l'autre. Justement, vous critiquez le capitalisme, et c'est assez intéressant parce que vous le critiquez pas parce qu'il léserait les masses, mais au contraire parce qu'il les satisfait trop, parce qu'il les satisferait trop, et qu'en fait, il s'abaisserait aux masses.
Et ça, ce serait contre votre idéal aristocratique à vous? En fait, oui, la critique de gauche du capitalisme, c'est de considérer qu'il n'agit souvent. Hein, là, il y a une nouvelle critique de gauche désormais, mais la grande critique de gauche pendant des années, ça a été de dire que le capitalisme ne fonctionnait pas à cause de ses contradictions internes, et notamment au niveau de la justice, c'est-à-dire que la plus-value, que toutes les richesses qu'il parvenait à créer n'étaient pas assez bien distribuées. Donc certains ont pensé qu'un système communiste, qui était en fait un capitalisme d'État, hein, simplement, hein, mais bon, ça restait un capitalisme, dans la mesure où c'était toujours un croissantisme et un productivisme. Ils ont pensé que ce système serait plus à même de fabriquer de la richesse. C'était l'erreur marxiste de dire que le système qui libérera le mieux les forces productrices, ce sera le collectivisme, le capitalisme d'État. Évidemment, ils se sont trompés là-dessus. Le capitalisme fonctionne très bien. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il fonctionne trop bien. Et comment est-ce qu'il fonctionne, le capitalisme? Le truc, c'est qu'il existe des désirs humains, logiques, qui créent une demande. Cette demande crée une offre. Cette offre crée un marketing et une diversification de cette offre pour qu'il y ait plus de produits, et donc ensuite agit sur le désir. Et c'est comme ça fait un cercle vicieux qui augmente, et à la fin, vous finissez par produire chez les individus des désirs qu'ils n'auraient pas du tout eu s'ils n'avaient pas eu le marketing et les offres diversifiées dont on les bombarde quotidiennement. Donc en fait, le capitalisme produit des individus stupides. Il en a besoin aujourd'hui. Alors, le capitalisme est né d'un grand bond de l'humanité après les Lumières, après d'abord la Renaissance, après les Lumières, un bond au niveau de l'hygiène, de la santé, de l'éducation. Il a servi ensuite l'hygiène et l'éducation dans une certaine mesure, parce qu'il faut se rappeler quand même que la première révolution industrielle a servi pas mal de gens, mais a aussi contaminé beaucoup de gens. La taille des ouvriers a baissé au XIXe siècle, énormément d'enfants sont morts de la pollution qui était catastrophique avec les mines de charbon et tout le reste. Mais ce capitalisme a pu réinvestir, grâce à l'État d'ailleurs, d'une certaine phase, pas seulement, mais pour beaucoup, grâce à l'État-providence, a pu réinvestir tous les gains, tous les profits, toutes les richesses qu'il crée, parce qu'effectivement, je le répète, le capitalisme sait très bien créer des richesses et créer de la croissance. Il a réinvesti ça dans l'éducation, dans la santé, et donc il a permis d'augmenter, de favoriser le développement humain jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, le problème, c'est que nous avons satisfait absolument tous les désirs de l'humanité, et que si le capitalisme veut continuer à croître, eh bien, il faut qu'il crée de nouveaux désirs en permanence. Et comment est-ce que vous créez des nouveaux désirs, des nouveaux consommateurs? Vous avez besoin de les rendre stupides. Si vous êtes intelligent, vous n'êtes pas un hyper-consommateur, vous consommez le moins possible, vous vivez sobrement. De la même manière que physiquement, vous faites attention à ce que vous mangez, vous essayez de rester un peu svelte, vous essayez de faire du sport, vous n'avez pas besoin de vous gaver dans une sucrerie. Or, le capitalisme entier est devenu une sucrerie mondiale aujourd'hui. C'est la sucrerie. Le but est de faire consommer le plus possible tout et n'importe quoi, à n'importe quel prix, au plus de gens possible. Et c'est ça les ressorts de la croissance, qui est le nouveau veau d'or autour duquel nous tournons aujourd'hui en permanence. Il faut la croissance, ce qui est absolument stupide. Donc nous sommes passés du développement au développement de la seule méga-machine, c'est-à-dire la structure économique, pour rien. Et pour que cette structure continue d'enfler continuellement, il faut qu'il y ait des débiles. Donc la méga-machine crée des crétins. Donc elle a besoin, si vous voulez, d'un côté de quelques ingénieurs, de quelques penseurs qui savent, quelques créateurs qui savent fabriquer des babioles. Vous avez besoin de bons marketeurs et vous avez besoin d'une grosse masse de débiles qui consomment. Et à la fin même, vous avez du coup un véritable apartheid économique qui est en train d'être créé, parce que vous avez de plus en plus en fait, vous avez de moins en moins besoin d'hommes pour produire des biens et des services. Surtout maintenant avec l'intelligence artificielle et avec l'informatisation, vous avez peu de gens qui produisent de la valeur, pas de la valeur mais des richesses, et puis vous avez une grosse masse qui ne fait plus rien et qui sera sans doute mise prochainement sous revenu universel. Et puis d'un côté, donc, vous avez des surmenés, et de l'autre, vous avez des désœuvrés. Donc vous avez des gens qui travaillent trop et des gens qui travaillent pas assez. Et ça crée des débiles des deux côtés, parce que les surmenés, j'en connais, les types effectivement avec un très haut QI et qui créent de la richesse, et qui travaillent comme des fous au point qu'ils en deviennent eux-mêmes dingues, qui font plus d'enfants, qui sont dans une situation de détresse mentale et qui développent des psychopathologies terribles. Et puis de l'autre côté, vous avez une masse d'individus qui soit fait les bullshit jobs dont je ne sais plus qui a parlé, un journaliste,
c'est-à-dire des travaux à la con, pardonnez mon expression, des travaux qui ne servent à rien, qui n'ont aucun sens. Et d'ailleurs, eux-mêmes le disent, je crois qu'il y a plus d'un tiers des travailleurs en Angleterre qui déclarent ne pas savoir pourquoi est-ce qu'ils travaillent, c'est-à-dire travailler dans des travaux qui n'ont aucun sens. Je crois qu'il y a la moitié des Français qui aimeraient changer de travail parce que ces travaux-là n'apportent rien et ne veulent plus rien dire. Ou vous avez des gens carrément en inactivité totale et donc qui se dévalorisent eux-mêmes parce qu'un homme désœuvré est forcément un homme qui est très souvent malheureux. Donc en fait, là, cette société-là, ce capitalisme crée des êtres stupides, des gens malheureux, des gens stressés, donc des martyrs, parce que vous savez que martyr, ça vient de martyrène en grec, qui veut dire l'angoisse et le souci permanent. Donc oui, c'est pour ça qu'il faut réformer totalement ce capitalisme. Il faut lui donner un surmoi. À l'époque, la machine économique, la méga-machine économique, donc le système de production, avait toujours un surmoi, c'est-à-dire une instance morale une instance morale qui indique les formes par lesquelles les tendances, la volonté et les désirs humains doivent se réaliser. Une instance morale qui dit ce que l'on peut faire et ce que l'on ne doit pas faire. Et on en revient à la morale dont je parlais au début. Et en fait, le capitalisme aujourd'hui n'a plus aucun surmoi. Il peut faire tout ce qu'il veut, et plus rien ne l'arrête. Il n'y a qu'une seule chose qui peut l'arrêter aujourd'hui, c'est l'écologie. C'est pour ça qu'on en arrive nécessairement au besoin de l'écologie pour créer une nouvelle éthique, parce que sans peur de la destruction de la nature, et donc de la nature humaine également avec, le capitalisme ira et continuera de créer des crétins et des malheureux. Justement, vous parlez de surmoi, et pour vous, en fait, il faudrait rétablir un idéal aristocratique qui serait une sorte de surmoi de l'humanité qui permettrait de la guider justement vers le mieux. Est-ce que vous pensez en fait qu'un groupe d'hommes doit gouverner les masses ? En fait, alors c'est un développement qui est long, qui est peut-être un petit peu compliqué à évoquer maintenant. On peut le faire, mais c'est un peu... En fait, l'intelligence fonctionne toujours pour moi en projetant des idéaux. Je pense que c'est comme ça qu'elle est même née. C'est-à-dire que l'intelligence, elle est née dans la capacité à se projeter dans un univers abstrait, un univers mental, un but. Et le but est devenu très rapidement idéal. C'est-à-dire qu'en fait, il a fallu prévoir pour l'homme préhistorique de plus en plus quel allait être, comment on allait vivre l'hiver prochain, comment on allait trouver son chemin. Et donc, on pensait en permanence à la proie. Et d'ailleurs, on y pensait tellement que quand vous regardez l'art pariétal, l'art que l'on trouve dans les grottes, qu'est-ce que les hommes préhistoriques peignaient le plus souvent ? C'était des proies. Ils peignaient quoi ? Des proies et des femmes, donc des buts. Vous voyez, parce qu'ils imaginaient en permanence le but. Et en fait, de l'imagination du but est né le concept, est né l'idée, et est né l'idéal. Donc en fait, vous projetez un but et un idéal, et c'est ça qui permet de vous guider dans l'existence. Et donc en fait, l'aristocratie, c'est la matérialisation de cet idéal. Et donc c'est un peu compliqué, mais je crois que j'essaie d'expliquer ça à peu près correctement dans mon livre. Mais en fait, donc, nous avons besoin d'aristocrates au sens d'individus qui incarnent ce but supérieur de l'humanité. Sans cela, tout redescend, tout retombe et tout dégénère. Après, je vais plus loin, parce que là, c'était la partie conceptuelle. La partie concrète, c'est effectivement, je crois que certains individus doivent prendre le pouvoir et instaurer une dictature aujourd'hui pour sauver notre civilisation, sauver nos nations et sauver la nature, et réformer totalement notre civilisation. Et donc, il faut la dictature. Alors, c'est quelque chose qui est un petit peu choquant, mais en réalité, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Parce que si on y regarde bien, la dictature est en train d'arriver de toute manière. De toute façon, la dictature arrive. La question, ça va être, quelle dictature ? Donc la grande lutte pour le pouvoir est lancée à nouveau, et relancée. Il y a eu des grandes luttes pour le pouvoir au XXe siècle. On a cru que le pouvoir n'était plus tellement important et qu'on allait pouvoir gérer la société à travers seulement des normes et des règles de loi et dans une société de droit. Mais en fait, la grande lutte pour le pouvoir politique, une politique qui serait réinvestie totalement, est lancée et a recommencé. Parce que la dictature arrive de toute manière. La dictature arrive parce que, d'abord, nous entrons en décroissance. Le prix de l'énergie va augmenter nécessairement. Qui dit une augmentation du prix de l'énergie va réduire les échanges. Qui dit une réduction des échanges fait que la croissance va redescendre. Et d'ailleurs, en réalité, nous sommes déjà en décroissance.
Si nous ne le voyons pas, c'est parce que nous sommes dans une économie sous perfusion totale, c'est-à-dire qui vit à crédit. C'est l'économie casino, l'économie des fonds de pension casino. Et cette économie-là est en permanence perfusée d'argent qui est sorti de nulle part, sans quoi elle serait déjà en décroissance. Donc nous vivons déjà dans décroissance en réalité. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est le cas. Donc l'énergie va coûter de plus en plus cher. Il n'y a aujourd'hui aucune énergie qui peut remplacer le pétrole. Aucune. L'électricité a d'énormes vertus, je suis pour le nucléaire et tout le reste, mais c'est une électricité qui n'est pas stockable, donc elle ne permet pas des transports aussi faciles que le pétrole permettait. Je pourrais entrer dans toutes ces questions plus tard si vous le souhaitez, hein, mais l'écologie de droite est un sujet qu'on développera plus tard, mais il va falloir qu'on le fasse. Mais simplement, voilà, l'énergie va coûter de plus en plus cher, donc il y aura de moins en moins d'échanges, et la croissance est corrélée au prix de l'énergie, hein, très clairement. Nous allons vivre également un hiver démographique, c'est-à-dire que nous le voulions ou non. Aujourd'hui, certaines projections disent qu'il va y avoir une femme sur deux là, de 30 ans qui n'aura pas d'enfant. Donc les populations occidentales, et plus que ça, les populations de la sphère industrielle, c'est-à-dire de l'hémisphère nord, de toutes les sociétés industrielles, les femmes ne font plus d'enfants. Donc il va y avoir une immense chute hiver démographique. Et donc, qui dit hiver démographique dit moins d'échanges marchands, dit donc décroissance. Donc nous arrivons dans une société de décroissance. Nous arrivons dans une société où les ressources seront de plus en plus limitées. Il y a énormément de ressources qui vont toucher leur fin à un moment donné. Nous arrivons dans une société qui va être extrêmement fragilisée par un certain nombre de dégâts et de cataclysmes écologiques, qui va être fragilisée de l'intérieur par l'immigration massive, qui est une catastrophe absolue pour la cohérence et l'harmonie et l'homogénéité des sociétés culturelles, homogénéité dont une société a nécessairement besoin si elle veut avoir des projets collectifs et une solidarité. Et donc, tous ces éléments-là vont faire qu'une dictature, un pouvoir autoritaire fort, va être rendu inéluctable. Et en réalité, on marche vers ce pouvoir. Même Macron, déjà, vous voyez ce qu'il a fait avec les Gilets jaunes, ce qu'on a fait avec le Covid, nous sommes quasiment déjà en réalité dans cette dictature. Donc la question, c'est de nous prendre le pouvoir. Il faudra prendre ce pouvoir-là parce qu'il va y avoir des enjeux immenses à devoir gérer. Il va falloir sauver, donc je vous le disais, la civilisation, c'est-à-dire la sauver de l'immigration, parce qu'en gros, la dictature, si elle est prise par l'extrême gauche, eh bien, elle nous imposera le grand remplacement. Si elle est conservée par les libéraux, conservateurs, que Macron progressiste, mais aujourd'hui, être progressiste, c'est être conservateur et vice-versa, parce que la société n'a plus rien à conserver actuellement. Donc voilà. Ils seront obligés de prendre un pouvoir très fort pour imposer une transition en douceur, et si nous prenons le pouvoir et que nous voulons vraiment couper le robinet, et empêcher les millions, les dizaines de millions d'Africains qui iront sur nos côtes demain, nous serons obligés d'avoir un pouvoir fort. Donc rien que pour ça. Si nous ne prenons pas le pouvoir, il y a aussi un risque que l'islam prenne le pouvoir, et donc une dictature, ce serait une dictature islamique. Si nous ne prenons pas le pouvoir, si l'homme ne prend pas le pouvoir grâce à l'instrument qui est l'État, il y a aussi de fortes chances que l'intelligence artificielle prenne le pas et prenne la dictature. Parce que, en gros, que la société entre en décroissance et donc perde en complexité, nous aurons besoin d'une dictature pour gérer cette perte de complexité et gérer cette perte de ressources. Donc nous aurons besoin d'un pouvoir fort. Et quand bien même, grâce à un nouveau gain de compétitivité, une nouvelle richesse, une nouvelle révolution, avec l'intelligence artificielle ou que sais-je, nous arriverions par miracle à continuer une croissance artificielle et donc à augmenter la complexité de la structure humaine, eh bien, l'augmentation de la complexité humaine imposera nécessairement un pouvoir d'un nouveau type qui soit extrêmement fort. Pourquoi est-ce que l'État est né à l'époque ? Parce que nous sommes passés de petites tribus qui n'avaient pas besoin d'un pouvoir fort pour gérer la complexité d'une tribu, parce que c'était assez simple, il suffisait de connaître le chef du village, et puis les anciens prenaient les décisions. Quand vous commencez à avoir une structure humaine de la taille d'une cité, et de la taille ensuite d'une nation, et de la taille d'un empire, vous avez besoin d'une structure très forte, très autoritaire, pour gérer la complexité de la structure entière. Et là maintenant, pour gérer toute la complexité de la méga-machine humaine et mondiale, eh bien, il faudra un pouvoir très fort. Et je pense que la complexité sera telle, la complexité des chaînes de production, de distribution, la complexité immense dans un monde qui serait globalisé, je pense que l'intelligence artificielle prendrait le pouvoir nécessairement. L'État, ce monstre froid selon Nietzsche, qui a servi justement à gérer la complexité humaine, si le rêve des technosolutionnistes, des prométhéens, des libéraux qui veulent continuer une croissance éternelle, eh bien, si leur rêve se réalisait parce qu'on trouvait subitement demain une nouvelle énergie qui marcherait comme le pétrole et voire mieux, eh bien, nous aurions une société mondiale extrêmement complexe et nous remettrions notre destin
dans les mains de l'intelligence artificielle parce que l'intelligence humaine ne sera plus en mesure de gérer la complexité de la structure tout entière. Donc, que nous entrions en décroissance ou qu'au contraire nous continuions la croissance, la dictature est inéluctable. Donc la question c'est qui va la gérer, qui va la prendre. La dictature, c'est un beau mot, hein. C'est devenu un mot qui est associé au fascisme du XXe siècle, mais en réalité, la dictature à Rome, c'était le fait de donner des pouvoirs forts à un consul quand la patrie était en danger. Et là, c'est pas la patrie qui est en danger, c'est toute la civilisation entière et l'humanité et la nature qui sont en danger. Donc la dictature se justifie totalement, et elle arrivera. Je crois même que d'un point de vue très concret, je pense que la situation française va amener nécessairement à ce que les forces de l'ordre prennent le pouvoir. Je pense que ça arrivera de façon inéluctable. Parce que de plus en plus, si vous regardez, les forces de l'ordre prennent un pouvoir qui est fort, parce qu'on a de plus en plus besoin de ces forces de l'ordre. La société devient tellement chaotique à cause d'un biocapital humain qui a été totalement détérioré, avec un lumpenprolétariat, pour utiliser des termes marxistes, qui est extrêmement important aujourd'hui. On a vu avec les émeutes cet été. Nous aurons de tels problèmes de sécurité, de tels problèmes de prédation, de déprédation et de gestion de ces désœuvrés, justement, des gens qui ne feront plus rien et qui auront des QI extrêmement faibles, et donc des gens qui seront très dangereux. Nous aurons de tels problèmes qu'on s'en remettra de plus en plus aux forces de l'ordre, ce qui amènera nécessairement un scénario du genre coup d'État ou prise de pouvoir au moins larvée de la police. Donc voilà. Donc je pense que ça sera d'ailleurs la première étape historique. Je pense que les gouvernements à suivre, quels qu'ils soient d'ailleurs et quelle que soit la couleur politique, seront dans la main, soit indirectement seront dans la main des forces de l'ordre, soit il y aura carrément un coup d'État d'un général ou d'un colonel de gendarmerie un peu prestigieux. Et ensuite, ce pouvoir fort aura comme rôle historique de remettre de l'ordre en France, et ça se passera dans plusieurs pays occidentaux de la même façon. Et un certain nombre d'individus bien formés, une certaine élite qui est en train de se former, croyez-moi, est en train de se créer, qui aura nos idées, et bien se chargera d'investir l'appareil d'État comme le dernier instrument de prise en main de l'humanité par elle-même pour transformer notre civilisation, la métamorphoser vers une biocivilisation qui est absolument nécessaire, c'est-à-dire qui gérera la décroissance économique, qui imposera un nouveau modèle de développement. Parce que décroître, ça ne veut pas dire revenir au Moyen-Âge, contrairement à ce que certains racontent, c'est simplement se développer différemment, qui gérera l'ordre, qui se chargera d'anéantir tous ceux qui veulent détruire la civilisation européenne, et puis qui créera un nouvel espoir, justement, pour nous, parce que c'est bien de cela dont on parle, c'est l'absence d'espoir total, le fait d'être dans une société qu'on sait courir vers la catastrophe, mais qui ne réagit pas, et qui ne réagit pas parce qu'elle est incapable de projeter un nouvel idéal, justement. C'est pour ça que dans ce livre, tout se recoupe, en fait. Ça parle d'énormément de sujets, mais à la fin, si vous faites le bilan, tout est connecté à tout. Parce que le fait de projeter un idéal type, un idéal d'homme, un idéal de vie bonne, une nouvelle éthique, une nouvelle morale, un nouveau inférieur et supérieur, de nouvelles valeurs, et alors grâce à tout cela, on projette la société que l'on veut. Et aujourd'hui, nous ne projetons plus rien. Or, comme je vous disais, l'intelligence est née de cette projection. Donc voilà, je suis un peu bavard. Mais il y a quand même une nouvelle projection aujourd'hui face à cette crise de l'homme, c'est le transhumanisme. Et selon vous, c'est une impasse en fait, parce que le transhumanisme, ce serait pas un homme amélioré, ce serait un sous-homme augmenté. Pourquoi c'est une impasse selon vous ? L'un des fondateurs avec Nick Bostrom de la World Transhumanist Association, qui s'appelle, je ne me rappelle plus, dit que une fois que nous serons sortis de l'humain par le transhumain, nous pourrions vivre des expériences de plaisir éternel, et vivre dans une jouissance complète et infinie. Et en fait, lorsque je fais la liste des objectifs des transhumains, je m'aperçois que ce sont toujours des objectifs de sous-hommes, en fait. Ce sont des objectifs extrêmement inférieurs. Lorsque je les écoute, je m'aperçois que ce sont juste des inférieurs qui utilisent des moyens fantastiques. Ils veulent le plaisir infini, éternel, extraordinaire, ils veulent l'orgasme perpétuel. On se croirait à la fin du livre de Houellebecq, Les particules élémentaires, où à la fin on s'est fait greffer 3 vagins et 3 clitoris sur le front et 2 verges sur les pieds pour vivre un orgasme permanent. C'est absolument affreux. Vouloir vivre l'orgasme permanent et ne plus vouloir souffrir, c'est vraiment un objectif de sous-homme, parce que, j'en parle dans le bouquin, le surhomme veut souffrir justement. L'homme est fait comme sa douleur, comme disait Blanc de Saint-Bonnet.
Et c'est la douleur qui nous forme, c'est l'épreuve qui nous forme, c'est l'effort qui nous forme. Donc si on crée demain des individus qui ne souffriraient plus et qui vivraient dans une sorte de béatitude permanente, ce serait l'enfer absolu. Ce serait une sorte de fumerie d'opium. L'humanité se serait transformée, la civilisation occidentale et industrielle se serait transformée en fumerie. Après la sucrerie, elle se transformera en fumerie d'opium. Donc c'est infernal. Ce sont des hommes qui ne veulent pas mourir, très souvent. Ils veulent échapper à la mort. Or, toute grandeur veut mourir, toute grandeur veut une fin. Même les dieux doivent mourir dans les mythologies. Donc c'est encore un objectif de sous-homme. Et puis, sinon, il y a l'idée d'aller coloniser Mars et les satellites de Saturne, ou que sais-je encore. C'est-à-dire, en fait, de continuer à saloper la planète, à la détruire complètement, détruire notre biosphère, détruire notre environnement, ne pas entrer en harmonie avec le cosmos là où nous sommes, mais d'essayer de trouver l'harmonie sur les cailloux de Mars. Ce qui est absurde et qui est aussi un objectif de sous-homme, selon moi. Donc oui, en fait, tout ce que veulent les transhumanistes ne me dit rien qui vaille, parce que je ne vois que des objectifs de sous-hommes. Si à la limite ils me parlaient d'une capacité plus grande à comprendre l'univers, mais souvent ils ne parlent pas de ça, ils ne parlent qu'à la sensibilité encore, qu'à la sensiblerie. Grâce au transhumanisme, on ne mourra plus. Je caresse votre sensibilité. Grâce au transhumanisme, vous aurez plus de jouissance, plus de bonheur. En fait, vous serez un drogué. Et c'est toujours une question de sensibilité. Et on en revient à Harari. L'homme moderne, de toute façon, Harari est très clair. Harari dit qu'il y aura deux visions du monde qui vont s'opposer, deux grandes visions du monde qui vont s'opposer. C'est-à-dire l'évolutionnisme, et en fait c'est le mien, c'est ce que je développe, et puis justement ce progressisme-là. Et il a très peur de l'évolutionnisme, mais qui est en train d'arriver, je le crois. L'évolutionnisme qui consiste, moi j'appelle ça l'évolutisme, qui consiste justement à rattacher à nos propres biologies et à essayer de trouver l'optimum de nos biologies. Et non pas transformer nos biologies complètement, ne pas sortir de l'homme, mais créer un monde qui garantisse à l'homme son biotope le plus adéquat. Donc c'est deux homo deus qui s'opposent, un homo deus hararien, harariste, d'Harari, je ne sais pas comment on dit, celui de la superclasse mondiale, celui des transhumains, celui de Google, celui des multinationales, un homme qui serait dans la jouissance permanente, qui aurait échappé à la mort et échappé à la souffrance, et un homo deus surhumain, le surhomme, qui est celui qui accepte la tragédie de la vie, de l'existence, et qui, comme l'idéal des Grecs, est celui qui entre en harmonie avec l'univers par le truchement de la nature, de sa propre nature et celle autour de lui. Vous pensez quand même qu'il faudrait en quelque sorte améliorer le matériel humain. Est-ce que cette amélioration de l'homme, elle passerait par une sorte d'eugénisme pour vous ? En fait, ce que je commence à... L'eugénisme est une question extrêmement politiquement incorrecte, évidemment. Mais en réalité, nous avons besoin d'une certaine forme d'eugénisme, mais pas n'importe lequel, un eugénisme qui se fait tout à fait naturellement. D'abord, je commence par rappeler que tout l'objectif de la philosophie grecque, même la naissance de la philosophie grecque, est un eugénisme. C'est-à-dire que Platon passe son temps à développer des questions eugéniques de façon très très radicale. L'objectif de Platon, c'est de créer une académie qui forme des philosophes qui ensuite peuvent devenir rois pour transformer une société qui produise en permanence des hommes supérieurs. Et l'homme supérieur, selon lui, c'est l'homme qui est capable le plus, par la contemplation, d'entrer en harmonie avec l'univers. Donc en fait, c'est un homme écologiste que Platon veut créer, un homme puissant, mais écologiste, qui est dans la contemplation et la connexion avec l'élément et la nature. Et pour ça, il est prêt à de la sélection, des mariages, à ce que effectivement les hommes les plus beaux s'associent, et ainsi de suite, parce que la beauté est un hommage qui est rendu à la nature, c'est le vrai bien mis, comme dit Paul Morand. Donc toute la philosophie grecque naît de cette volonté-là, eugéniste, de créer des hommes supérieurs. Et finalement, Platon et Nietzsche, qui s'opposent pas mal, vous savez que Nietzsche a critiqué énormément Platon, finalement se recoupent sur ce sujet, parce que les deux veulent des hommes supérieurs qui prennent en main le destin de l'humanité. Pour créer un homme en harmonie justement avec la nature, pas un transhumain qui exprime par des moyens extraordinaires sa sensiblerie, sa sensibilité. Non, un homme qui par son intelligence se met à entrer en connexion avec la nature et la sienne. Il faut améliorer le matériel humain au sens que l'humain a besoin de nouveaux standards qui soient élevés. Et c'est là où la gauche fait une énorme erreur lorsqu'elle parle d'écologie, par exemple. C'est que l'homme écologiste, l'homme qui parviendra justement à ne pas consommer comme un abruti et à ne pas vouloir produire que des choses stupides, est un homme qui aura une grande valeur,
à la fois physique et mentale, les deux allant souvent de pair. Donc ça supposera une éducation qui soit relevée, ce que le contraire de ce que fait la gauche aujourd'hui, et ça supposera aussi quelque chose d'assez naturel, qui est de l'ordre de la... comment dire, qui est de l'ordre du destin, dans la mesure où, lorsque vous prenez un homme et que vous le mettez dans un environnement qui lui est propre, qui lui est propice, vous créez naturellement des individus plus sains et de meilleure qualité d'un point de vue du biocapital, d'un point de vue matériel. Si on crée la biocivilisation, nous mettrons les hommes dans l'environnement qui leur est le plus propice, le plus sain pour eux. Et donc, en fait, dans des environnements sains, les femmes auront à nouveau envie de faire des enfants. Parce qu'en fait, les femmes ne font plus d'enfants aujourd'hui dans la civilisation industrielle et capitaliste actuelle parce qu'elles n'ont plus d'espace, elles sont polluées, parfois elles n'arrivent même pas à faire des enfants parce qu'à cause des perturbateurs endocriniens, la fertilité a énormément baissé à la fois chez les hommes et chez les femmes. Donc le fait vivre entouré de cette pollution nous empêche même de faire des enfants. Et ça nous dit quelque chose quand même, au-delà du simple fait matériel. Philosophiquement, ça nous dit quelque chose. Ce monde-là rend stérile à tout niveau. Donc quand on recréera une biocivilisation, on recréera les conditions d'existence pour que les gens les plus intelligents, les plus sains, fassent des enfants, aient envie de faire des enfants et de se reproduire. Et donc tout naturellement, l'eugénisme se fera. Donc quand je parle d'eugénisme, je ne parle pas d'un eugénisme qui serait violent ou qui serait il n'y aurait pas de sélectif. Politique eugéniste, en fait ça serait Non, après naturellement... j'en sais rien. Peut-être qu'à un moment l'humanité en viendra à ça aussi, mais moi, ce que je veux surtout, c'est une thérapeutique, en fait. C'est une thérapie. Et c'est une thérapeutique doublée d'une prophylactique. C'est de faire en sorte que l'individu vive dans un environnement qui soit sain pour que la pousse humaine, parce que l'homme est une pousse, on n'a pas évoqué ce sujet encore, mais l'homme est une nature et une culture. On sait que dans l'homme, il y a toujours un peu des deux. C'est à la fois une génétique qui a été forgée à la préhistoire, au paléolithique. Et donc l'homme a nécessairement besoin d'un certain nombre de choses pour qu'il puisse s'épanouir. Il a besoin d'espace, il a besoin de lumière. Si notre sens le plus développé est l'œil, c'est pas pour rien, c'est parce que justement on voit très bien au grand jour. J'ai un ami qui parle d'espèces devenues terricoles aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on passe son temps dans les intérieurs. Je crois j'ai vu des statistiques montrant que les individus de la termitière de la civilisation industrielle passaient désormais plus de 80% de leur temps en intérieur, alors qu'on a besoin de vivre à l'extérieur. Notre nourriture est totalement polluée. Tout ce qu'on mange aujourd'hui, ce sont des aliments transformés, c'est-à-dire du troisième type, qui sont pleins d'édulcorants, d'addictifs, de colorants, de conservateurs, de merde qui crée énormément de cancers, de problèmes. Il y a une montée absolue des pathologies liées aux maladies chroniques. Notre économie et notre société entière est devenue pathogène. Il y a 2,5 milliards d'hommes qui sont en surpoids, 1 milliard d'obèses, chez les enfants de plus en plus. Nous avons sorti l'homme de l'environnement qui était le plus propice à son développement, qui était une nature directe, mais nous avons aujourd'hui tous les moyens pour recréer une nature, restaurer plutôt une nature qui soit respectueuse de la nature, donc du monde écologique, de l'écosystème, et de l'homme également. Et quand vous ferez cela, vous recréerez donc des serres humaines qui feront pousser une fleur beaucoup plus belle et beaucoup moins malheureuse que celle avec laquelle nous avons à vivre aujourd'hui, qui est le dernier homme, qui est le sous-homme. Donc encore une fois, qui est l'homme que l'on peut tous devenir, moi compris. Et, pour vous, justement, le nihilisme, donc la maladie de l'homme, ça vient du fait qu'il a été exproprié de la nature, en fait. Ouais. Et comment est-ce qu'on pourrait remédier à ça? Donc justement, pour ça, vous forgez le concept de biocivilisation. Qu'est-ce que c'est exactement que la biocivilisation? Alors, déjà, il faut... l'expropriation de l'homme de la nature, c'est la source de l'aliénation, qui est la source, effectivement, du nihilisme. Et là, c'est une histoire de l'homme que je raconte. La génétique humaine s'est faite durant le paléolithique. La génétique humaine a été modifiée dans les marges, et effectivement, les mutations génétiques font, avec la variabilité, que maintenant, la génétique humaine change de plus en plus rapidement, mais pour le gros du travail, tout cela a été forgé au paléolithique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsqu'un bébé naît aujourd'hui, si vous avez la chance d'être maman, peut-être l'êtes-vous d'ailleurs, je ne sais pas, d'avoir un bébé, lorsqu'il arrivera et qu'il ouvrira les yeux, le bébé s'attendra à vivre dans une tribu du paléolithique.
Seulement, la plasticité de son cerveau, le fait que nous soyons aussi des êtres de culture, va faire bien sûr qu'il va s'adapter au monde dans lequel il vivra. Seulement, si vous créez un monde qui est beaucoup trop éloigné de la nature, eh bien vous créez ensuite des psychopathologies, vous créez des problèmes même physiques qui vont se répercuter sur sa pensée, sur ses émotions, sur sa sensibilité, sur tout le reste. Donc vous créez des malheureux et des aliénés. Et c'est ce que la modernité fait. C'est-à-dire qu'elle lui donne de quoi manger, elle lui donne des sucreries, elle résout les problèmes de ses désirs les plus immédiats, mais d'un autre côté, elle lui arrache tout un univers qui était fait pour lui. Et l'homme a fait ça à cause de son intelligence. L'homme, je ne vais pas peut-être rentrer dans les détails maintenant, mais en gros, l'homme n'a cessé de transformer son environnement à cause de sa trop grande intelligence. Et ce faisant, il s'est toujours exproprié lui-même des environnements qui étaient les mieux faits pour lui. Donc à la préhistoire, il s'est développé tellement que du coup, il a dû changer de mode d'existence, et aussi lié à des changements climatiques. Il a dû passer dans un mode de production néolithique, c'est-à-dire là, il a dû se sédentariser, ce qui a créé les maladies, ce qui a créé une espérance de vie qui s'est affaiblie. Et vous savez, dans la Genèse, c'est ce qui est raconté. D'un point de vue métaphorique, la sortie du jardin d'Éden pour l'entrée dans le monde du travail, où il faut bosser pour se nourrir, où les femmes enfanteront dans la douleur, et ainsi de suite, c'est vraiment la traduction de l'expérience historique, préhistorique, du passage du paléolithique au néolithique. Bon, donc dans le néolithique, l'homme a commencé à s'aliéner. Et ça se voit même physiquement, encore une fois. La taille des individus a baissé, le cerveau a commencé à se réduire, l'espèce est devenue une espèce domestiquée. La domestication de l'être a commencé à ce moment-là. Avec la domestication, l'aliénation. Ensuite, il y a eu une nouvelle étape qui a été franchie avec l'âge de bronze, où là, des cités-États absolument despotiques sont nés et ont réduit 99% de l'humanité en esclavage. Donc nous avons tous dans nos gènes des gènes d'esclaves, c'est-à-dire que nous étions des choses qui étaient utilisées pour la méga-machine de l'époque, qui n'était pas encore la méga-machine industrielle et capitaliste, mais qui était déjà une forme d'exploitation, qui étaient ces cités mésopotamiennes, et puis ensuite même romaines, grecques, quelques individus seulement, qui vivaient d'ailleurs dans des jardins suspendus, comme à Babylone par exemple. Donc comme par hasard, à chaque fois, on se mettait dans des simili-natures, dans des natures recréées artificiellement quand on était un être supérieur. Et tous les autres vivaient en tant qu'esclaves. Il y a eu ensuite une accalmie au Moyen-Âge, puisque là, je parle de ça, j'explique pourquoi le Moyen-Âge est une accalmie dans cette aliénation, parce que finalement, le monde du Moyen-Âge, une fois qu'il se stabilise à partir du Xe siècle, est un monde qui arrive à compenser d'ailleurs un certain nombre de choses que la méga-machine a retirées à l'homme grâce au christianisme, mais fait revivre l'homme au milieu de la nature d'une certaine façon, et dans des conditions d'existence qui rappellent les conditions de la préhistoire. Le fait de vivre dans des petites communautés villageoises, voilà, plein de choses que je développe dans le bouquin. Et la modernité arrive ensuite, et comme je vous dis, elle résout un certain nombre de nos problèmes, mais ce faisant, elle en crée toujours de nouveaux, et elle crée un univers qui est irrespirable, littéralement d'ailleurs, pour l'homme. Donc la question maintenant est, est-ce que l'homme va crever dans cet univers irrespirable, ou est-ce qu'il va avoir la force nécessaire pour transformer sa civilisation vers une nouvelle forme civilisationnelle, et je pense l'homme occidental, je pense l'homme européen capable de faire ça, et je vois les prémices de cela, et je l'appelle biocivilisation. Justement, il y a un clivage qui oppose les écologistes entre la croissance verte, vous en parliez tout à l'heure, et la décroissance. Est-ce que si la croissance verte était possible, si on pouvait la mener, vous pensez que ce ne serait pas une solution ? Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, on ne s'entend pas sur les termes très souvent. Les gens, lorsqu'ils entendent croissance et décroissance, pour eux, c'est on va revenir au Moyen-Âge et on va être pauvre dans la décroissance, tandis que si on continue la croissance, on est riche. Non, il faut rappeler ce qu'est la croissance. Nous ne parlons que de la croissance du PIB. C'est-à-dire, il faut produire toujours plus et consommer toujours plus. N'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel prix. C'est ça la croissance. Donc il faut sortir de cette idée-là, il faut sortir de la civilisation occidentale qui n'a que ça aujourd'hui comme but, il faut sortir de notre civilisation de cet objectif absolument stupide pour
penser de nouveaux modèles de développement qui ne nous amènent pas à la pauvreté, au contraire, mais qui permettent de développer un certain nombre de caractéristiques humaines qui sont bien plus supérieures justement en termes de civilisation. Et je pense même que vu que cette société du croissantisme est vouée à disparaître, parce que cette phrase a été dite et redite, mais je vais la redire quand même, on ne peut pas croître de façon infinie dans un monde qui est fini. Et même si on peut toujours inventer des nouvelles choses qui créent toujours des nouveaux domaines à exploiter, en réalité, rien qu'en termes d'énergie, nous sommes bloqués au bout d'un moment. Donc le prix de la croissance, ce sera la destruction de la planète, la destruction de l'environnement, qui a déjà commencé, je vous le rappelle. Nous sommes en train littéralement de détruire le monde. Et je pourrais rentrer dans les détails, et je le ferai plus précisément prochainement. Mais de toute façon, l'écologie est dans l'air du temps, il suffit de se renseigner 2 minutes pour s'en apercevoir. D'ailleurs, je fais mon mea culpa, même si ça fait des années, moi, que je m'intéresse à la question. De plus en plus, mon cheminement intellectuel, il est venu par l'étude de l'évolution et de la biologie avec le féminisme. Je voulais connaître quelles étaient les différences entre les hommes et les femmes. Et là, je suis tombé sur la psychologie évolutionniste et j'ai découvert ce continent entier intellectuel qu'est l'évolutionnisme. Donc tout ça est dans mon livre « L'amour et la guerre ». Et puis, avec la pensée de la contre-révolution, ça c'est mon livre Philosophie de droite, j'ai découvert donc la véritable critique de la modernité, et ces deux pensées ont convergé vers l'écologie, c'est-à-dire le respect de la nature. Donc nous sommes en train, donc j'ai commencé à étudier davantage ces questions, et c'est ce que je ne faisais pas, et j'invite les spectateurs qui m'écoutent à le faire, parce que on croit connaître les choses, on croit savoir, on entend parler, oui, Greta Thunberg, tout ça. Puis en plus, le problème, c'est que les écologistes, c'est très souvent des gauchistes. Donc bon, ça, c'est un petit peu insupportable. Et ils mêlent ça justement avec beaucoup d'idées qui nous insupportent. Donc bon, donc on croit connaître le problème. On se dit, oui, c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'oiseaux, de moins en moins de papillons, de moins en moins d'insectes. Bon, c'est vrai qu'il y a des perturbateurs endocriniens un peu partout, au point que bientôt 50% de la population sera stérile. Bon, on sait tout ça, mais on ne sait pas vraiment le nombre de plastique qui est rejeté chaque année dans la mer, ou qui est brûlé dans l'atmosphère. Enfin, il y a des choses on ne sait pas qu'on va vers une 6e extinction de masse de la biomasse, des animaux sauvages. Il y a plein de choses que l'on découvre et qui nous font réaliser l'urgence quand même. Et cette urgence est là, elle est devant nous. Et être climato-sceptique et penser que finalement on s'en sortira parce qu'on trouvera toujours quelque chose, c'est quelque chose non seulement d'absurde, mais d'impossible, de faux. Et quand bien même serait-ce possible, effectivement, s'il n'y a plus d'abeilles, on pourra peut-être les remplacer par des drones. Mais j'ai pas envie d'un monde sans abeilles remplacé par des drones. Voilà, donc voilà, on en arrive nécessairement à l'écologie, et l'écologie qui est une nouvelle forme de développement. Il ne s'agit pas de devenir pauvre, il s'agit de se développer différemment, d'insister davantage sur ce que Nietzsche appelait la doctrine des choses les plus proches. Et ça c'est quelque chose aussi que j'ai découvert chez Nietzsche, que je n'avais pas vu, parce que ça se trouve dans ses fragments posthumes de 1879. Nietzsche développe ce qu'il dit être la doctrine des choses les plus proches. C'est-à-dire que dans la vie, il faut s'intéresser à ce qui est le plus proche de nous, notre alimentation, la façon dont on dort, la façon dont on travaille, la façon dont on vit, en fait. Et cette doctrine des choses les plus proches, ensuite, induit tout le reste. Et donc, vivre une vie de sobriété écologique, vivre une vie en rapport avec la nature, de reconnexion avec sa propre nature et donc avec la nature, c'est une vie qui soignera à la fois l'homme à titre individuel comme à titre de civilisation. Alors justement, vous parliez de la gauche écologiste, et vous considérez qu'elle a un rapport qui est quand même contradictoire avec la nature. Pourquoi ? La gauche est pleine de contradictions avec l'écologie et ce qu'elle suppose et ce qu'elle demande. Parce que j'ai déjà évoqué l'idée que l'écologie, une civilisation qui serait écologiste, c'est-à-dire que pas une civilisation de pauvres, pas une civilisation de retour au Moyen-Âge, mais une civilisation d'un développement humain différent que celui du pur croissantisme, je le répète. Et on développera ça, je développe ça dans mon bouquin, je le développerai plus avec d'autres personnes qui sont très intéressées pour travailler sur ce sujet qui est d'une extrême importance, je le dis, qui est d'une extrême importance. Il n'y a pas plus important que ce sujet à l'heure actuelle, pour l'homme et pour la nature, sachant que les deux sont éminemment liés. Non, une société écologiste ne ressemblera pas à la société de Sandrine Rousseau, pas du tout, c'est le contraire. Je vous disais justement qu'il faut élever le niveau, c'est la première des choses à faire. Or, la gauche a plutôt tendance à vouloir baisser le niveau d'une manière générale et ne plus vouloir de standards élevés à l'humanité. Donc c'est la première contradiction. Je le répète encore une fois, si vous voulez des hommes écolos, si vous voulez des hommes qui soient comme des maîtres et seigneurs dans la nature, mais au bénéfice de la nature, il faut des intelligences supérieures.
Vous ne ferez pas ça avec des individus qui sont des crétins, parce qu'un crétin, il jette les papiers par terre, il pollue, il ne voit pas l'harmonie avec l'univers, c'est pas quelque chose qui lui parle, d'accord? Donc, première des choses. Deuxièmement, évidemment, si vous voulez créer une société écologiste, c'est un grand projet collectif. D'ailleurs, c'est un projet collectif qui se dote d'un récit à nouveau collectif qui peut permettre à la nation de refaire corps pour faire quelque chose de nouveau vers un but supérieur, un idéal nouveau, donné à la civilisation, donné à nos sociétés, donc à nous aussi à titre individuel. Mais si vous voulez faire ça, il faut une certaine homogénéité culturelle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de grands projets si la société est fragmentée, fractionnée, divisée, parce qu'en fait, il y a différents peuples qui vivent dans une seule et même société. D'ailleurs, c'est l'une des grosses hypocrisies de la gauche, c'est que les vraies sociétés, mini-sociétés écologistes qui existent, et j'en connais moi parce que j'habite en Ardèche, je suis ardéchois comme vous le savez, il y a beaucoup de gauchistes qui sont là-bas, qui se sont organisés de façon très écologiste, c'est que des blancs, hein. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être de gauche dans leur tête, mais en réalité, ils vivent dans des tribus qui sont extrêmement homogènes. Et il y a plus de blancs en bonne santé, alors pas tout le temps, mais de blancs assez corrects, on va dire, bien formés, dans des réunions écologistes. Il y en a parfois plus chez eux que dans des réunions d'extrême droite. Hein. Il faut quand même le voir. Si vous voulez White Paradise, vous allez dans des réunions écologistes. Hein. Et c'est logique, parce qu'un projet pareil est nécessairement un projet qui doit se baser prioritairement, qui doit avoir comme postulat préalable une homogénéité culturelle qui permet de forger ensuite un projet collectif. C'est parce que vous avez une identité, donc une empreinte, qui vous vient du passé, que vous pouvez ensuite aller vers quelque chose. Si vous êtes complètement divisé, vous ne pouvez pas. Donc, le grand projet écologiste qui doit mobiliser toute la société a besoin d'une base homogène culturelle pour pouvoir se faire. Troisièmement, je me rappelle de l'épigraphe du premier bouquin de Marc-Edouard Nab, Au régal des vermines. J'adorais l'épigraphe. L'épigraphe était qui vomit à dîner. Pour vomir, il faut avoir dîné. C'est-à-dire que pour que l'on puisse rejeter la civilisation thermo-industrielle, la modernité, il faut que nous ayons vécu dedans, que nous la connaissions tellement bien, que nous connaissons aujourd'hui, que nous puissions connaître comme aujourd'hui tous les malheurs qu'elle peut amener. Et du coup, nous apprenons comment nous pouvons la réformer éventuellement pour en conserver bien sûr certains de ses bienfaits, parce que je ne dis pas qu'elle y a tout à jeter évidemment, mais pouvoir la métamorphoser de façon à ce que nous arrivions à quelque chose de nouveau. Donc c'est l'Occident, en tout cas les civilisations occidentales et particulièrement l'Europe en tant que civilisation, qui ayant créé la modernité, ayant créé la civilisation industrielle, peut se réformer, parce qu'elle l'a connue. Si vous demandez à un individu qui vient d'Afrique, qui n'a pas connu cette société de consommation, qui n'a pas dîné, évidemment qu'il ne peut pas le vomir, comme nous sommes en train de le vomir aujourd'hui. C'est pour ça que la conscience écologiste est en train de monter partout en Europe, surtout en Europe, même dans le monde blanc d'une manière générale, mais surtout en Europe. Donc en fait, les écologistes de gauche qui détestent la civilisation occidentale parce qu'ils l'accusent d'être les promoteurs de la civilisation industrielle, de la société industrielle et de l'économie capitaliste, se trompent dans le sens où, évidemment, ils ont raison quand ils disent que c'est nous qui avons fait ça et qui l'avons ensuite imposé au monde, mais c'est précisément parce que nous avons fait ça que nous serons capables de faire autre chose. Donc c'est en continuant ce que nous sommes que nous allons dépasser, surmonter ce stade intermédiaire qui a été la modernité, qui doit nous amener vers quelque chose de beaucoup plus sain. Et donc, c'est pas en détestant l'Occident, en détestant nos nations et notre civilisation qu'on pourra s'en sortir. C'est justement en l'épousant totalement, en épousant tout son héritage, qu'on peut comprendre et qu'on peut comprendre l'état historique dans lequel nous sommes et forger une nouvelle épistémée, justement. Donc là aussi, c'est encore une erreur. Je vous parlais de l'immigration, c'est une nouvelle erreur des écologistes de gauche, c'est que la première des choses à faire lorsque vous voulez des sociétés écologistes, ça va être de fixer les populations sur place pour les responsabiliser dans leur biotope, dans leur environnement. Et ça va être de connecter l'écosystème avec les sociosystèmes, donc la culture avec la nature. Donc pour cela, vous avez besoin de populations qui soient fixes et qui soient responsabilisées. Donc tout le contraire de l'immigration. Parce que si vous avez dans des villages qui seraient de la biocivilisation, justement des villages d'un type nouveau, des villes, des cités-états de la biocivilisation d'un type nouveau, si vous avez ça
qui fonctionne bien dans une harmonie la plus complète possible avec la nature, qui ne sera jamais totale évidemment, mais la plus parfaite possible, et qui vise cet idéal en tout cas. Si vous avez ces cités, et ces cités TA, comme je les appelle, ce ne sera plus des cités État, mais des cités TA, c'est-à-dire des cités en rapport avec la divinité, et ces villages connectés, si vous avez ça, et qui sont en permanence perturbés par l'arrivée de milliers, de millions de migrants, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, vous ne pourrez pas créer l'osmose nécessaire, la tranquillité nécessaire pour, encore une fois, développer ces nouvelles économies de sobriété et cette nouvelle intelligence dans notre rapport au monde. Donc c'est impossible. Ensuite, il y a encore une autre contradiction, mais je pourrais passer la journée à les énumérer. Par exemple, comment vous pouvez concilier l'amour de la nature avec la haine de sa propre nature? Les écologistes passent leur temps, en tout cas les écologistes féministes de type Sandrine Rousseau, par exemple, pour ne citer qu'elle, mais en fait, beaucoup sont comme ça, passent son temps à nier que nous ayons des natures. Nous sommes des êtres faits de plastique, parce que nous avons un esprit plastique, il n'y a ni homme ni femme, la sexualité est à la carte, nous n'avons aucune tendance, nous n'avons aucun déterminisme, nous sommes tous pareils, nous sommes tous des morceaux de plastique, et nous voulons retirer le plastique du monde. Donc c'est complètement dingue en fait, parce que nous avons une nature, et c'est en prenant conscience que nous avons une nature, que nous sommes des hommes, que nous sommes des femmes, que nous avons des biologies particulières, qui ont des variations, des variabilités bien sûr, il faut prendre en compte ces variabilités et les respecter, mais nous avons des natures très claires, et donc c'est en prenant conscience de ça que l'on peut ensuite respecter la nature et comprendre justement quel est le lien entre la nature et nous-mêmes. Donc les écologistes de gauche disent non, en fait l'homme c'est quelque chose de tout à fait différent, il est hors nature mais il va s'occuper de la nature. C'est complètement faux. Une autre contradiction qui n'est pas seulement une contradiction, là, qui est même une opposition à la véritable écologie, c'est l'écologie apocalyptique. L'écologie qui consiste à dire que le monde va être détruit, avec le réchauffement climatique, les collapsologues et tout ça. Ce que certains intellectuels d'extrême gauche, comme Renaud Garcia par exemple, très intelligents, certains sont vraiment à écouter et à lire, certains critiquent justement cette façon d'aborder l'écologie, Greta Thunberg un peu, parce que finalement cette forme d'écologie appartiendrait au monde du spectacle et nous empêcherait de faire vraiment quelque chose. Parce que quand vous pensez que le monde va être détruit de toute manière, au mieux vous jouez du violon sur le pont du Titanic, au pire vous vous gavez dans la cuisine et vous ne faites pas d'enfants en attendant en vous dédonnant de tout. Donc il faut pas une écologie qui soit apocalyptique, il ne faut pas une écologie qui soit une passion triste également, c'est-à-dire seulement dans la négativité, dont on se prive de choses. Il ne faut pas que l'écologie devienne un nouvel idéal ascétique, pour parler comme Nietzsche. Il faut une écologie qui soit optimiste, qui soit vitaliste, qui soit volontaire, vivante, et qui justement ait un idéal magnifique, qui dise on va pouvoir vivre, c'est génial, dans un monde nouveau qui rendra à nouveau les hommes heureux, les hommes connectés à eux-mêmes et connectés au monde, qui leur ouvrira de nouvelles perspectives. Donc l'écologie, c'est la possibilité d'entrer dans un monde merveilleux, justement, de quitter un monde qui fait en sorte que la plupart des gens aujourd'hui ne veulent pas d'enfants, n'en font pas, sont sous Prozac, sont dépressifs, sont soit, comme je vous le disais, surmenés par le travail, soit au contraire ne travaillent pas du tout, et un monde qui a perdu tout son sens. Donc l'écologie de gauche est une écologie nihiliste, très souvent. Je ne dis pas pour tous, mais pour beaucoup. Encore une autre contradiction qui me vient à l'idée, mais encore une fois, je pourrais en lister plein. L'extrême gauche dit en permanence, vous savez, il faut sortir de l'économisme, il faut retrouver l'humain, il faut remettre l'humain au centre de nos politiques. Moi, je suis d'accord. Il y a par exemple les objecteurs de croissance, qui ont un slogan que je trouve magnifique, qui est « moins de biens, plus de liens ». C'est formidable, un slogan pareil. Seulement, ce que les gauchistes oublient, c'est que si vous revenez à l'homme et que vous revenez au lien, qu'est-ce que vous faites? Indubitablement, invariablement, obligatoirement, vous recréez des sociétés organicistes. C'est-à-dire tout ce contre quoi ils se sont battus pendant des années, voire des siècles. C'est-à-dire des sociétés qui sont liées entre elles par des liens organiques. En fait, vous recréez la tribu. Donc si vous revenez à l'homme, vous revenez à la tribu. Et les écologistes de gauche aimeraient pouvoir faire concilier l'universalisme abstrait et l'amour de tous les peuples qui se métisseraient tous dans une réalisation générale, et le retour à l'homme qui sera en réalité le retour à la tribu. Ce qui a permis, on en a parlé au début, cette société justement ouverte,
c'est qu'on a justement sorti l'homme de l'équation et que l'économisme permet la société ouverte. Mais l'homme, lui, il veut vivre dans une tribu parce que la tribu est en lui. Donc là aussi, c'est une contradiction énorme. Faites votre projet, les écologistes, vous verrez les tribus que ça va recréer. D'ailleurs, de façon totalement humoristique, dans le film Problemos, qui est une comédie assez drôle qui se moque justement des zadistes, et qui montre justement, c'est assez bien fait parce que au début en fait on voit des zadistes complètement gauchistes qui veulent pas donner d'éducation à leurs enfants, enfin qui vivent comme des gauchistes, et à la fin ça finit à s'égorger entre tribus, parce que ça finira comme ça. On recréera des sociétés organicistes et on recréera des civilisations qui seront organisées de façon traditionnelle. Et donc tout ce que la gauche déteste. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses qui montrent que l'écologie ne peut pas être de gauche. Et pourtant, elle l'a récupéré parce que, vous savez, la gauche a du flair, mais elle n'a pas de goût. C'est-à-dire que la gauche sait sentir toujours les bons coups, sait sentir l'air du temps. Elle a ce flair-là qui lui permet de savoir, de voir le monde et les dynamiques. La droite, elle a du goût, mais elle n'a pas de flair. Elle est toujours à l'ouest, elle est toujours en retard. Donc là, d'ailleurs, la droite la plus stupide du monde, la plus bête du monde, est en train aujourd'hui de défendre la modernité, alors qu'elle a passé son temps à attaquer la modernité. Alors, la gauche était le vecteur de la modernité pendant 2 siècles, elle était le vecteur pendant 3 siècles même, si on prend les Lumières, elle était le vecteur de la modernité, et maintenant que la gauche commence à être critique de la modernité, que fait la droite? Elle se met à défendre par conservatisme stupide la modernité, voire même certains vont même à dire ils veulent défendre le progrès et le libéralisme justement, alors que c'est des choses qui sont nées à gauche. Bon. Et en fait, la gauche est toujours maligne parce qu'elle sent les dynamiques, elle sent ce qui se passe vraiment dans le monde. Et la droite, encore une fois, est en retard. Et mais si vous voulez, même si elle arrive à sentir l'air du temps, à sentir l'esprit du temps, ce qu'elle en fait en général, c'est, je vais essayer d'être poli, c'est souvent pas fonctionnel ou ça finit en catastrophe comme l'Union soviétique. Ça finit mal parce qu'elle a pas de goût déjà, et elle est pas, en parlant de goût d'ailleurs, dans les contradictions de la gauche, il y a aussi l'esthétisme. Un projet écologiste sera évidemment un projet esthétisant. Or, dans l'histoire, les projets esthétisants sont plutôt d'un certain côté, hein. Suivez mon regard. Bref, donc la gauche, elle sait ce qui se passe dans le monde, mais si on la suit, si on applique ses idées, ça finit en catastrophe. Et la droite a toujours réussi ses plus belles prouesses, ses plus beaux accomplissements, en justement cessant d'être stupidement conservatrice et en sachant aussi récupérer chez la gauche ce qu'il y avait de meilleur. La Révolution est une œuvre de gauche. Napoléon arrive, il prend une partie de la Révolution qu'il mélange avec l'ancienne France, et il fait l'Empire. Ça a de la gueule. On peut penser ce qu'on veut du fascisme et même du gaullisme, d'une certaine façon, qui est un peu ça aussi. Mais ce sont des mouvements qui ont, au lieu de faire comme la droite réactionnaire qui disait non, il faut restaurer la France catholique et le roi sur l'autel et le trône, au lieu de faire ça, se sont dit non, l'ère du temps au XXe siècle, c'est l'ère des masses, donc c'est l'ère du socialisme, donc on va prendre en compte ces problèmes qui ont couru tout le début du XXe siècle et même surtout le XXe siècle, on va prendre en compte la classe ouvrière, on va prendre en compte ces problèmes-là, et on va les mettre à notre sauce de droite. Et ça a produit différents mouvements de type fasciste, mais également de type gaullien, de type voilà, des gens qui, avec leur logiciel de droite, transformaient l'ère du temps qui était de gauche. Et bien aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est exactement ça. Et ce qui se passe, c'est que l'ère du temps, c'est l'écologie. Pendant un siècle, on va entendre parler d'écologie parce que c'est vraiment l'enjeu du temps, l'enjeu du monde, l'enjeu le plus important. Donc la gauche, qui est plus maligne et qui, encore une fois, sans les coups, a pris ça avant nous. Mais nous, ce que nous devons faire, c'est le prendre en compte et le mettre à notre sauce pour éviter justement de tomber dans une société qui sera dictatoriale, mais dictatoriale gérée par Sandrine Rousseau, au lieu de types qui sont les surhommes qui créeront la biocivilisation. Donc voilà, c'est pour ça qu'il va falloir, la grande lutte pour le pouvoir va être assez excitante dans les années à venir, parce que c'est aussi du coup un réinvestissement de la politique. Parce que vu que l'enjeu écologique est l'enjeu qui va être le plus important dans les années à venir, eh bien, ça va mettre en branle les hommes, à nouveau. On va arrêter de laisser faire, et on va arrêter de le laisser aller de l'humanité, parce que l'humanité est très précisément dans le laisser aller général. Plus aucun surmoi, plus aucun standard, plus aucune norme. On laisse tout aller jusqu'à la fange.
Là, il y a un nouvel enjeu qui est fort et qui nous oblige tous. Donc ça va être hyper intéressant en réalité. Mais oui, je fais plein de digressions, je suis désolé, mais j'ai tellement de choses à dire avec ce livre. Oui, l'écologie de gauche est un non-sens. Et d'ailleurs, vous savez que l'écologie de gauche, en fait, l'écologie naît à droite. L'écologie, elle naît avec Ruskin, qui parle en Angleterre de la laideur du monde industriel. Le mot même écologie vient de Haeckel, un Allemand, au XIXe siècle, qui était un eugéniste, un raciste, et qui a inspiré énormément les nationaux socialistes. Le mot écologie a été inventé par cet homme-là, Haeckel. Donc voilà, je veux dire, l'écologie est consubstantielle à l'esprit de conservation des belles choses, des choses fragiles. Et elle amène nécessairement à l'homme, et donc elle amène à la tribu, donc elle amène à l'organisation organiciste. Donc il nous faut reprendre ce qui nous appartient et mener la chose plus loin. La seule chose que le seul élément qui fait que l'écologie a une certaine légitimité à gauche, c'est la critique du capitalisme tel qu'il est actuellement. Et c'est là où nous devons produire une critique de droite du capitalisme, que j'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, qui est en fait moins une critique du capitalisme qu'une critique du croissantisme. Parce que nous ne parlons pas de la destruction du capitalisme, parce que ce serait détruire une partie de la nature humaine aussi, parce qu'il appartient à la nature humaine de vouloir la propriété privée, de vouloir une activité qui ait du sens, mais d'avoir une activité, de pouvoir gagner les fruits de son travail, c'est quelque chose qui appartient à l'homme. Donc là, la gauche nie encore une fois la nature humaine. Donc nous ne voulons pas détruire le capitalisme, nous voulons l'arrimer, nous voulons l'arraisonner. Et le capitalisme a arraisonné le monde, il s'agirait maintenant, nous, de l'arraisonner, de lui mettre certaines limites, de créer des sanctuaires que le capitalisme ne pourra pas toucher, c'est-à-dire sortir beaucoup d'éléments du marché global. Il y a plein de choses à faire à ce niveau-là. Mais nous voulons conserver une économie qui soit libre, mais contrôlée, on va dire. Voilà, et qui est un surmoi, surtout, très important. Donc oui, il nous faut retrouver une critique du capitalisme. La droite doit être capable de critiquer le capitalisme, ce qu'elle ne fait plus, alors même qu'elle a été aussi... elle était aussi extrêmement pertinente lorsqu'elle le faisait. Je rappelle que les plus grands critiques en France de l'esprit bourgeois, notamment, c'était des critiques de droite. Huysmans, Blois, la droite, Péguy, la droite a produit des critiques immenses, les antimodernes, on les a appelés les antimodernes, des critiques immenses du capitalisme. Et aujourd'hui, effectivement, on ne critique plus le capitalisme. Et la droite conservatrice est devenue libérale totalement. Et en cela, elle a perdu son âme. Donc l'avenir, c'est une droite capable de critiquer de façon plus intelligente que la gauche le capitalisme, c'est-à-dire capable d'arraisonner le capitalisme et non pas de vouloir le détruire parce que c'est impossible et ce serait nier une partie de la nature humaine. Et on l'a vu avec l'espérance communiste d'ailleurs. Et pourquoi vous pensez justement que la droite aujourd'hui, elle a autant de mal à se saisir du sujet de l'écologie ? À cause déjà, la droite a cessé de penser depuis pas mal de temps, quand même. Donc, elle ne réfléchit plus au monde actuel, contrairement à la gauche, d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. Il faut reconnaître à la gauche, justement, le fait de penser les dynamiques, tandis que la droite se contente très souvent de vouloir conserver le monde tel qu'il est, avec tel un statu quo, en fait. D'ailleurs, souvent, ce n'est plus que ça. C'est soit on conserve le monde sans l'insécurité et sans l'immigration, on conserve le même monde sans s'apercevoir que ce monde-là est malade. Il y a beaucoup de gens dans le monde politique, comme parmi les influenceurs, qui se contentent de penser ainsi. Ce monde-là est parfait, après tout. Il suffirait qu'il n'y ait pas d'arabes, pas de noirs et pas d'insécurité, et tout irait bien, ce qui est une stupidité absolue, parce que ce monde est évidemment malade. Et bien sûr que ce serait mieux s'il n'y avait pas d'immigration et pas d'insécurité, évidemment, mais ça ne réglerait pas tous les problèmes. Vouloir le même monde sans l'immigration et sans l'insécurité, sans donc l'entropie, sans tous les désordres que ce monde produit, c'est vouloir, je l'ai dit souvent, c'est vouloir l'alcool sans l'ivresse. C'est vouloir se torcher la gueule sans être saoul et finir dans le caniveau. Si on se torche, on finit dans le caniveau, et souvent sans son portefeuille, c'est comme ça. Et donc cette civilisation est ivre complètement. Donc il faut la métamorphoser totalement et lui proposer autre chose. Pas dire on conserve exactement la même chose, le même système, simplement on vous met un petit peu moins d'immigrés
et un peu plus de flics dans les rues. Ça ne marchera pas comme ça. Ou en tout cas, ça peut marcher comme ça au début, mais ça ne tiendra pas longtemps. On le voit d'ailleurs avec les expériences actuelles. Les Mélonies, elles ne parviennent pas à transformer totalement l'Italie, même à faire cesser l'immigration, parce qu'elles sont prises elles-mêmes dans la religion croissantiste, dans la nécessité croissantiste, et ne peuvent pas concevoir une nouvelle civilisation qui permettrait justement de se passer de bras. Parce que si nous restons dans le croissantisme, nous aurons besoin naturellement d'immigration, surtout que nous ne faisons pas d'enfants. Parce que si vous êtes dans le croissantisme et que vous voulez toujours produire et consommer de plus en plus, toujours plus, il vous faut des gens, il vous faut des individus. Donc au lieu de laisser des pans entiers de l'économie mourir de leur belle mort parce que simplement il n'y a plus assez de bras, plus assez de bébés, vous faites venir des immigrés. Donc en fait les libéraux ont besoin de l'immigration de demain pour pour que l'économie continue à fonctionner à court terme en plus, parce qu'à la fin en plus les immigrés sur le long terme coûtent finalement plus cher. Donc c'est ce qui est en plus absurde, mais la pensée capitaliste c'est une pensée à court terme, uniquement capitaliste et croissantiste. Donc la droite ne réfléchit plus, elle veut simplement, je vous dis ce même monde simplement avec plus de flics. Et une autre droite veut, non pas ce même monde, mais ce monde-là, 30 ans en arrière, 20 ans en arrière, 60 ans en arrière, 100 ans en arrière, ça dépend des groupes de droite. Mais en fait, c'est une nostalgie incapacitante. C'est soit on retourne en arrière, soit on conserve le même monde, encore une fois, sans les immigrés. C'est absurde. La droite doit réfléchir, doit penser au monde de demain et doit concevoir justement un idéal nouveau vers lequel aller. Et c'est comme ça qu'on aura la jeunesse qui ne sera pas seulement à droite parce qu'elle s'est fait racketter par Mohamed dans la rue, mais parce qu'elle voudra quelque chose de meilleur pour sa civilisation, pour sa société. Donc nous devons penser. Et honnêtement, oui, alors il y a des grands penseurs quand même à droite, il y en a. Alain de Benoît, par exemple, a pensé toutes ces questions avant moi, il y en a d'autres. Moi, dans la jeunesse, je ne sais plus si je suis encore un jeune, mais bon, dans mon travail d'influenceur, qui est un peu particulier, à la fois sur Internet, à la fois dans le monde littéraire, dans l'écriture, dans le monde des essais, on essaie d'apporter ces idées nouvelles. Et ce qui est absolument fascinant, ce qui m'a vraiment conforté dans mes choix stratégiques, dans ces positions que je prends désormais, c'est que j'ai reçu un nombre incalculable de messages de type absolument brillant, des ingénieurs, mais plein des ingénieurs qui bossent dans des domaines fabuleux, des types qui sortent de l'ENA, des gens qui sont vraiment intéressés à toutes ces questions écologistes et qui en ont marre que ces questions soient phagocytées par la gauche. Et en quelques prises de position sur les réseaux sociaux, j'ai reçu un nombre incalculable de messages de jeunes, de types extrêmement brillants, pas que des jeunes d'ailleurs, mais il y a quelque chose de générationnel quand même, il y a beaucoup de jeunes. Des types qui m'ont dit, si tu montes quelque chose autour de ça, si quelque chose se crée autour de ça, comptez sur moi, on sera là et on travaillera, moi je vous apporterai mes compétences sur tel domaine, enfin bon, voilà. Donc je pense qu'il y a en plus de quoi faire, il y a un engouement qui est très grand. J'ai fait dernièrement une formation à l'IFP, c'était très drôle. Donc c'est des jeunes à l'IFP, l'Institut de formation politique, qui fait un excellent travail pour former une nouvelle élite, une jeunesse très bien, qui est une véritable colonne vertébrale de droite. Et je devais intervenir, je ne savais pas trop de quoi je devais parler. Donc je me suis dit que j'allais aborder 3 sujets polémiques. J'allais parler d'écologie, parce que c'est polémique à droite. Bon, il y a beaucoup de gens à droite sont climato-sceptiques, pensent que finalement on résoudra tout par la technologie, qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien. Que c'est que des menteurs, c'est les élites mondialisées qui nous montent et qui nous sortent des problèmes de la nature pour nous mettre en esclavage, alors que ceux qui dépensent le plus de fric en lobbying pour justement faire douter de l'urgence climatique, c'est précisément les grosses entreprises d'énergie fossile. Les 5 plus grosses boîtes d'énergie fossile ont dépensé 250 millions de dollars en lobbying sur les 10 dernières années à l'Union européenne. Donc les élites sont plutôt du côté de tout va bien Madame la Marquise, on continue de consommer le pétrole comme si de rien n'était. Bref, parenthèse fermée. Donc je voulais parler de ça, et puis je voulais parler du conflit ukrainien, et je voulais parler de l'Europe et du souverainisme. Donc en fait, il y avait des clivages, et j'ai évoqué ces 3 sujets. Et j'ai pris ces 3 sujets parce que je me suis dit que j'allais barber tout le monde avec l'écologie. Je me suis dit, les jeunes, de droite, on n'est pas tellement connectés à ce genre de sujet. Et alors, quelle a été ma surprise de voir que pendant 2 heures derrière, les questions-réponses avec le public n'ont porté que sur ce sujet. Et derrière, des jeunes superbes n'ont pas arrêté de venir me voir pour dire « Allez, il faut faire quelque chose à ce niveau-là, faut qu'il y ait vraiment une écologie de droite, faut proposer quelque chose et tout ». Et j'ai été vraiment
agréablement surpris de voir que les jeunes intelligents chez nous pensent qu'il faut réformer notre civilisation de fond en comble et pas seulement se débarrasser des immigrés et foutre plus de flics dans la rue. Et ça, c'est positif. Voilà. Est-ce que vous pensez à ce titre que le programme politique d'Éric Zemmour, par exemple, il constitue une impasse pour la droite ? En fait, c'est forcément des impasses dans le sens où ils n'y arriveront pas à faire ce qu'ils veulent faire. Mais pour moi, ce n'est pas des impasses, c'est des étapes. C'est-à-dire que la conscience historique, elle met du temps. Alors, je ne sais pas, je n'irai pas comme les marxistes à dire qu'elle avance par une dialectique, mais il y a de ça quand même, il y a un peu de vérité là-dedans. D'ailleurs, c'est plus hegelien pour le coup, sur comment l'esprit avance en dialectique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça met du temps avant que certaines idées prennent prise vraiment, et prise sur les esprits. Et l'écologie, dans les nouvelles générations, c'est très clair que la nouvelle génération de blancs, l'écologie est un sujet fondamental. Dans les anciennes générations, c'est quelque chose, ils ont vécu les 30 Glorieuses, ils ont vécu le pétrole à 1 franc, le litre de pétrole à 1 franc, l'énergie illimitée, absolue, le mythe de la croissance qui ne s'arrêtera jamais parce qu'il y avait sans arrêt des nouvelles innovations technologiques qui sortaient toutes les 2 minutes. Donc voilà, donc c'est aussi une question de génération. Donc aujourd'hui, vous êtes Éric Zemmour ou vous êtes Marine Le Pen, vous devez séduire le gros de l'électorat qui est un électorat de retraités. Effectivement, ce sont des générations qui ne sont pas très sensibilisées à l'écologie. Donc, il ne faut pas en faire je ne leur demande pas, si vous voulez, d'en faire l'alpha et l'oméga de leur programme. Mais petit à petit, ça se fera. Et nous, en fait, nous sommes l'avant-garde, très clairement. On va créer quelque chose. Je ne sais pas si j'en prendrai la tête ou si quelqu'un d'autre de meilleur que moi en prendra la tête. Mais en tout cas, je serai à l'intérieur. On va créer une association, on va créer un mouvement, on va créer quelque chose parce qu'il faut travailler toutes ces questions. Moi, je ne suis qu'un parmi d'autres, encore une fois, comme je viens de vous dire. Et à partir de là, on va travailler notre public, on va développer ces idées, on va les préciser, les concrétiser. La biocivilisation, c'est le nom global de la chose, de ce vers quoi nous voulons aller. Mais après, nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin d'économistes, nous avons besoin de plein de gens pour justement décrire avec précision ce que nous allons faire. Et on aura un programme politique. On a déjà travaillé sur un programme politique très clair. Et après, petit à petit, on va créer un corps d'élite qui aura à charge de prendre le pouvoir, dans la grande lutte pour le pouvoir qui a recommencé, comme je vous disais, et on prendra le corps de l'État, on fera de l'entrisme, on s'infiltrera partout, nous sommes déjà extrêmement forts dans les forces de l'ordre, nous avons déjà l'armée et la police avec nous, ce qui est déjà pas mal avant de commencer. Il nous faut de plus en plus de médias, je vous félicite parce que vous faites ce travail sur Internet. Il nous faut une partie de la justice. Il nous faudra beaucoup de politique, il faudra les échelons locaux. Et puis petit à petit, on infusera, et puis on prendra le pouvoir. Et on arrivera à faire quelque chose de cette humanité et de notre civilisation. Nous serons comme Atlas. Vous savez d'ailleurs, ça me fait penser, alors ça c'est pas dans mon livre, mais je réfléchissais à ça. Beaucoup pensent que les Européens sont faits à l'image de Prométhée. Vous savez, le titan qui va aller voler le feu aux dieux par pitié des hommes pour leur donner, et qui ensuite, du coup, ont développé la technologie et tout le reste, qui allait nous amener jusqu'à la modernité. Et moi, je crois que de Prométhée, l'homme européen doit devenir Atlas, qui est le titan frère de Prométhée, et qui était le gardien du jardin des Hespérides. Hespérides, qui veut dire les filles d'Occident. C'était un très très beau jardin, un jardin magnifique. Et Atlas, c'est celui qui porte le monde sur ses épaules et qui garde le beau jardin. Et je crois que l'Europe doit devenir un beau jardin. Je crois que le destin de l'Europe, c'est de devenir un jardin fabuleux. Et que nous devenions tous d'une certaine manière des jardiniers, que ce soit à titre d'ingénieur, à titre d'homme politique, à titre de militaire, à titre d'artiste, artisan, paysan. Nous devons être jardiniers de notre nouvelle civilisation. Et donc l'Europe sera un nouveau jardin des Hespérides, et l'homme européen, son destin, c'est de cesser d'être Prométhée pour devenir son frère, à savoir Atlas, porter le monde, c'est ce que nous faisons déjà depuis longtemps. Il s'agit maintenant de protéger le jardin des Hespérides que sera l'Europe, parce que c'est aussi une contradiction de la gauche, c'est que tout beau jardin a besoin de gardiens. C'est-à-dire que le monde écologiste que nous créerons aura besoin de gardiens terribles. Il ne s'agira pas de perdre notre puissance pour laisser ce jardin être envahi et être dégueulassé. Au contraire, il nous faudra être très puissants et avoir une politique de puissance
pour être capable justement de protéger ce beau jardin qui sera le biotope parfait pour nos existences. Et cette biocivilisation, justement, elle devrait plutôt se faire, selon vous, à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne? Alors je crois qu'avec la démondialisation, qui est en partie le projet donc, de notre projet politique, qui sera notre projet politique et qui est de toute façon le destin, parce qu'avec l'augmentation du prix des énergies, forcément, on entre dans une démondialisation. Et donc nous allons avoir à nouveau à refaire des circuits courts économiques. Et ces circuits courts vont se faire au niveau local, mais doivent permettre une suffisance, une indépendance à tout niveau qui ne peut être obtenue qu'à l'échelle continentale. Et ça tombe bien parce que les continents sont devenus des civilisations. Nous sommes passés d'une morphologie de tribu à celle de la cité, à celle de l'empire, à celle de la nation. Et là, nous passons à une nouvelle échelle civilisationnelle qui est celle du continent civilisation. Et il faut faire des suffisances, des suffisances continents, des continents suffisances. Et donc l'Europe doit être capable d'avoir tout ce qu'il lui faut dans le cadre de l'économie de demain. Tout ce qu'il lui faut et pas plus. Médénagan, c'était le fameux mot qui était inscrit sur le temple de Delphes, rien de trop. Une sobriété qui soit intelligente. Donc en fait, il va falloir que l'Amérique puisse vivre en totale autonomie, et l'Amérique du Sud en totale autonomie. Il va falloir que l'Afrique vive en totale autonomie, et qu'on cesse d'ailleurs de nourrir les Africains, ce qui crée des explosions démographiques complètement folles. C'est ce que j'appelle l'effet Jurassic Park dans mon livre. Je ne développerai pas pourquoi, parce que ça pourrait vous poser des problèmes, mais c'est dans le bouquin. Parce qu'en fait, là, ce qu'on est en train de faire, juste une petite parenthèse, c'est qu'on détruit nos sols par une artificialisation totale pour envoyer notre surproduction alimentaire en Afrique, qui crée une explosion démographique complètement folle que l'Afrique n'est pas capable de gérer. Bon, bref. Et qui, du coup, amène à l'immigration. C'est ça aussi le croissantisme, et le capitalisme actuel. Donc voilà, je ne sais plus où est-ce que j'en étais, du coup. J'étais en train de vous dire quoi ? Moi non plus, je ne sais même plus. Ah oui, c'était national ou européen. Oui, voilà. Donc j'étais en train de vous dire quoi ? Qu'il faut que ce soit à l'échelle continentale, parce que maintenant, on est sur des échelles... Oui, voilà. Alors, oui, donc en fait, le truc, c'est que retourner à l'État-nation comme avant, ce serait déjà une façon de rétrograder, encore une fois. Mais la France seule, si elle veut être indépendante et autonome au niveau de toute sa production, elle sera obligée d'être une France-monde, parce qu'elle sera obligée de commercer avec les différents continents, avec l'Afrique, avec l'Amérique. Et donc, en fait, ce ne sera pas la démondialisation, ce sera la continuation de la mondialisation, mais simplement à titre national. C'est-à-dire que si la France veut être seule et ne pas commercer avec l'Europe, elle est obligée de passer par le monde. D'ailleurs, souvent les souverainistes, c'est ce qu'ils disent. Mais ils disent, mais pourquoi s'enfermer dans l'Europe alors que nous avons tant de bons rapports avec l'Amérique latine, avec le Brésil, avec l'Afrique, et nous pouvons avoir tout ce dont nous avons besoin, justement, en commerçant. Mais le but, c'est d'arrêter de commercer de cette façon, justement. Et que nous créons... Le but, c'est de créer des économies locales, et puis, comme la Chine, penser en termes de cercle. Et donc, nous arriverons à une économie européenne, donc à une puissance européenne, et chaque continent civilisation aura sa suffisance. Donc l'échelle, elle va commencer nationalement, bien sûr, il s'agit de prendre le pouvoir en France, mais à terme, de façon totalement obligatoire, ce seront des échelons continentaux, donc en ce qui nous concerne, européens. Voilà. Et pour l'instant, la biocivilisation, ça reste une sorte de mythe, mais si vous deviez vous projeter concrètement et imaginer ce que ce serait, comment est-ce que vous pourriez décrire une journée humaine dans cette biocivilisation, par exemple ? Il y a plein de choses. Franchement, en fait, il faut faire la liste de tous. Il y avait deux choses inscrites sur le temple de Delphes. Il y avait Médénagan, donc rien de trop, donc une invitation à la sobriété, mais une sobriété pas pauvre, une sobriété qui permet de rester en pleine santé. Et puis il y avait connais-toi toi-même, qu'on attribue souvent à Socrate, le connais-toi toi-même. Et en fait, c'est exactement ce que nous devons faire, redevenir grec de ce point de vue-là. Médénagan, rien de trop. Donc arrêter le croissantisme, et connaître toi-même, donc ce que je vous disais, se reconnecter avec nos biologies. De quoi avons-nous besoin en tant que fleurs génétiques ? Eh bien, nous avons besoin d'un certain nombre de choses. Nous avons besoin, je vous le disais, d'espace, de lumière, de santé, de sport, d'activité. Nous avons besoin de lutter contre la sédentarisation, nous avons besoin de lutter contre les écrans, nous avons besoin de lutter contre énormément de choses qui pourrissent nos esprits, nos âmes et nos corps. Et la biocivilisation, c'est une civilisation qui est
qui nous permettrait de redonner du sens à nos travaux, à ce que l'on fera. Et je vous parlais tout à l'heure des jardiniers que nous devions devenir. Et ça me fait penser justement à un message d'un type qui est à l'ENA, qui m'a écrit on parlait de ça justement, de l'écologie de demain. Il me disait, de toute façon, la France a été faite par des militaires, des ingénieurs, des paysans et des artisans. Ça a été comme ça hier, ce sera comme ça demain. Et il a tout à fait raison, en fait. On fera une civilisation qui aura des paysans, qui aura des militaires en tant que gardiens de notre civilisation, qui aura des paysans, des artisans, des artistes, et des ingénieurs. Et voilà, et comme ça, tous les métiers auront du sens. On n'aura pas besoin de travailler non plus comme des fous, parce que le culte du travail est quelque chose d'absolument de bon dans un certain côté, mais également de nocif quand c'est devenu abusif, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc on aura besoin de moins travailler. On vivra dans des villes qui seront à nouveau des villes à taille humaine. On se sera débarrassé de tous les polluants et de tous les perturbateurs endocriniens, donc nos biologies vont reverdir. Et moi, je vois des choses, même esthétiquement, on verra du beau. Et Dieu sait si le beau est important, parce que j'ai déjà sorti cette phrase plusieurs fois, mais c'est celle de Plotin. L'âme devient ce qu'elle contemple. Et à force de contempler du lait, on a transformé l'humanité en laideur elle-même. Et une civilisation qui replacerait l'esthétique au centre de ses préoccupations, ça, c'est une civilisation écologiste et de la biocivilisation. Donc, la santé, la grande santé, la doctrine des choses les plus proches, se concentrer sur tout ce que l'on mange, ce que l'on fait, nos quotidiens. La grande santé, la vue, redonner de l'espace aux gens. En plus, grâce à l'hiver démographique, nos petits-enfants, si on n'accueille pas d'immigration, pourront vivre chacun dans des châteaux avec des terres, ce qui est exceptionnel. On a cette chance de pouvoir avoir ça. Donc on recréera des seigneurs, en fait. On aura des terres, des grandes maisons dans lesquelles on pourra faire à nouveau des enfants. Et puis voilà, et c'est le combat de notre génération à nous. L'esthétisme, la santé. C'est ça la biocivilisation. Donc moi je vois des choses magnifiques, et notamment il va falloir créer un esthétisme autour de ça. Et je commence à recevoir pas mal de messages aussi d'artistes qui imaginent ce que pourrait être la ville de demain, et comment on peut avoir aussi une politique du village en lieu et place de la politique de la ville que nous avons depuis longtemps. Ça ouvre un champ des possibles absolument incroyable, et c'est très excitant, en tout cas intellectuellement et politiquement demain. Et est-ce que vous, à votre échelle, dans votre vie de tous les jours, vous êtes écolo? Est-ce que vous appliquez un peu les principes que vous défendez dans votre livre? Oui, alors déjà, dans mon livre, je parle de la nécessaire transformation de notre civilisation en civilisation écologiste. Je ne parle pas d'un programme écologiste quotidien au jour le jour, ça c'est d'autres travaux, comme on a dit. Bien sûr, moi je suis de plus en plus écologiste, ma compagne l'est énormément, elle m'apprend pas mal de choses. Il se trouve que mon projet de vie, c'était d'acheter une maison dans le village de mes grands-pères, de mon grand-père, de mes grands-parents, pardon, et que je n'ai pas pu parce que, pour des raisons personnelles que je ne sais pas, j'ai pas pu parce que les banques ne me prêteront jamais, parce que je suis fiché dans le fichier des PPE, ce qu'on appelle personnalité politique exposée, et j'ai eu 3 directeurs de banque qui, malgré ma très bonne situation financière, m'ont dit que je n'aurais jamais aucun prêt en France. Donc c'est ça la vie d'un polémiste, d'un influenceur, d'un type de droite en France, c'est que je ne pourrai jamais être propriétaire dans mon pays, sauf à payer cash. Voilà, donc c'est comme ça. Donc du coup, la maison, j'avais signé un compromis, c'était une vieille ferme ardéchoise en pierre, et on voulait vivre justement de façon le plus écologiste possible. On n'a pas pu, donc on a changé de projet de vie, mais on vit au jour le jour le mieux possible. Alors sachant 2 choses, c'est que moi, je ne suis pas un grand consommateur, j'achète essentiellement des livres et de la bonne nourriture locale, sinon j'achète pas grand-chose. Je suis vraiment le plus mauvais des consommateurs. Si l'économie capitaliste devait compter sur moi, elle s'effondrerait très rapidement, parce qu'il n'y a que les librairies qui s'en sortiraient très bien, parce que je dépense une fortune dans les bouquins. Mais à part ça, je ne suis pas un grand consommateur. Mais il faut dire autre chose, c'est que l'écologisme pour nous n'est pas un idéal ascétique. C'est pas de se priver, c'est pas de vivre sans rien dans des maisons en bouse de vache. C'est pas ça du tout, notre écologie à nous. C'est la transformation de la société vers quelque chose de nouveau. On peut pas, quand on est dans une société, on peut pas s'en extraire totalement. Évidemment que je prends la voiture de temps en temps, que je prends l'avion, tout ça, parce que j'y suis forcé. Mais si on transforme et qu'on crée les conditions de nouvelles sociétés, tout le monde deviendra écologiste par nature. Donc le but, c'est de renverser la société, pas de transformer totalement sa vie personnelle, même si il faut le faire le mieux que l'on peut, évidemment. Mais le but, c'est de prendre le pouvoir dans cette société, d'accord ?
Et donc, pour être révolutionnaire dans cette société, il faut en faire partie. Si je suis là devant vous, c'est que j'ai dû effectivement me déplacer d'un point A à d'un point B. Mais ça, dans une civilisation, ça sera possible, notamment grâce à l'énergie nucléaire, grâce au transport public, le train, l'hydrogène. Voilà, moi, je ne suis pas du tout pour l'écologie version idéale ascétique. Merci beaucoup pour cet entretien, Julien Rochdy. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos nombreuses questions sur ce livre et sur ce nouveau concept que vous avez forgé, la biocivilisation. Avant de conclure cet entretien, je rappelle bien évidemment que votre livre est disponible sur votre site rochdy.com et j'invite tous nos auditeurs à se le procurer pour prendre de la hauteur et pour réfléchir sur ce sujet primordial. Et je rappelle également que chez nous, chez Livre Noir, nous avons sorti un magazine qui traite de l'immigration et qui est disponible dans les kiosques de toute la France. Merci encore Julien Rochdy et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à vous.